Bonjour à tous, bonjour aux internautes. Donc nous sommes de retour pour un entretien d'actualité, celui de l'été 2019, c'est pour les vacances, donc de juillet-août, pour la revue mensuelle, et je suis en présence d'abord du directeur de publication, donc monsieur André Gandillon. Bonjour monsieur André Gandillon. Bonjour Florian. Accompagné de l'ami Jean Lamour. Bonjour Jean Lamour. Bonjour André Gandillon, bonjour Florian René. Voilà, et maintenant que nous sommes introduits, donc pour ce mois-ci ou cet été, ça va être donc un bilan de l'actualité passée, c'est-à-dire depuis le début d'année, donc de janvier 2019 à maintenant. Sans doute qu'en décembre, on clôturera aussi de cette manière, à voir. En tout cas, là, comme on est à peu près au milieu de l'année, bon ben voilà, on fait le bilan de ce milieu d'année. Sans doute l'actualité est ce qu'elle est, donc il y a pas mal de décadence, mais bon, il y a aussi des notes d'espoir. Et donc c'est important aussi de ressouligner les événements, même qui ont quelques trimestres, parce que, comme disait un certain maréchal, les gens ont la mémoire courte. Et voilà, ça va être divisé essentiellement en parties. Évidemment, on va d'abord se centrer sur la France, après un peu plus géopolitique. Et du coup, je lance tout de suite premier thème du moment. On va essayer de ne pas être long sur chacun de ces sujets-là. Les gilets jaunes, ça a commencé certes en novembre, mais bon, depuis janvier ça dure, chaque samedi. Donc même si on a bien fait d'ailleurs 3 épisodes sur le sujet, monsieur Gandillon, est-ce que vous pouvez nous dresser un tableau là-dessus ? Le mouvement des gilets jaunes reste ce qu'il a été, si on peut dire à l'origine, un cri du peuple français qui refuse de se laisser asservir par le système mondialiste, qui refuse de mourir, de se laisser dissoudre dans le magma mondialiste. Indépendamment de cela, c'est, comme nous l'avions dit au début, une sorte de jacquerie politique, de jacquerie, qui n'a pas su se structurer, qui n'a pas su s'organiser. Sciemment, peut-on dire, puisque tous les responsables ou porte-parole plus ou moins autoproclamés de ce mouvement spontané qui est né des tripes de la France ont toujours refusé de se structurer, de s'afféoder à quelques doctrines ou à quelques organisations politiques. On ne peut pas faire de politique pour renverser un régime, pour le remplacer, si on n'a pas une doctrine, si on n'a pas un programme précis. Le mouvement des Gilets jaunes a été une expression de rage, de rejet, un cri du cœur qui a dénoncé nombre de problèmes, qui a proposé pêle-mêle des réponses, mais des réponses désordonnées, des réponses qui n'ont pas de, si l'on peut dire, de fondement théorique, de fondement véritablement réfléchi et doctrinaux. Il n'y a pas d'écho par rapport aux vraies demandes. Pour pouvoir... Il recherche juste un amendement. Un amendement, c'est-à-dire le régime... Le vrai problème, j'ai pu rencontrer nombre de gilets jaunes, de ces participants sur nombre de points. Alors évidemment, ce sont des Français authentiques, des gens attachés à leur pays, des gens qui ont du bon sens, malgré tout, par rapport aux problèmes qu'ils ont à connaître, des gens qui souffrent énormément, des taxes, et surtout de la réglementation. De l'oubli aussi, parce qu'en province... De l'oubli, mais il y a énormément aussi, lorsque vous discutez avec les gens, vous avez le ras-le-bol généralisé de toutes ces réglementations, qui veulent leur imposer tel contrôle pour la voiture, tel contrôle pour la maison, 30 km à l'heure en zone urbaine, 80 sur une ligne droite en pleine Beauce. Et puis la déglementation industrielle de la viande, parce qu'on pourrait en parler aussi. Il y a la déréglementation générale en beaucoup de domaines. Mais il y a par exemple le fait que lorsque vous avez une maison, vous allez avoir des contrôles contre l'amiante, des contrôles contre le plomb, qui coûte à chaque fois, même si c'est à l'acheteur, mais ça finit par coûter énormément. Vous avez maintenant des contrôles, on va vous obliger d'avoir des doubles vitrages, on va vous obliger d'avoir... En gros, tout se passe comme si les revendications de base des Gilets jaunes de novembre dernier étaient passées à la trappe, et qu'aujourd'hui le gouvernement s'assoit dessus et relance de plus belle sa propagande. Est-ce que vous ne pensez pas
Parce que moi là en fait j'ai en tête, parce que j'ai évidemment participé en fait à quasiment aux premiers épisodes. On est en présence de quelqu'un qui a d'ailleurs pris une balle dans la mâchoire. J'ai eu un sacré accident, je suis même un miraculé, bon je peux vous le dire, je le répète encore une fois, il visait mon œil, j'ai été juste sauvé parce que j'ai fait un mouvement brusque au dernier moment. Sinon là je peux vous dire que je savoure, avec les autres, tous les jours de ma vie je savoure mon œil gauche, c'était fait pour ça. Quand vous parlez d'accident, vous pourriez plutôt parler de tentative d'assassinat ou d'attentat ou de voilà. Commandité par le régime. C'est quasiment ça. C'est quasiment ça. Maintenant, en fait, moi, je crois me souvenir que, en fait, l'amas des Français qui étaient contestataires par rapport à pas mal d'injustices, les taxes, etc. Malheureusement, ce mouvement des Gilets jaunes ne s'est conçu au début, à la base, l'acte fondateur était véritablement à la base pour les augmentations de carburant. Oui, c'était lié à des problèmes de taxes. Voilà, de d'abord carburant. ça, oui, le début. Oui, et c'est vraiment le tout début, il faut quand même l'avouer. C'est-à-dire que c'est pas comme ça, en fait, je veux dire, des tas de Français qui ont commencé. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, les taxes ont été différées de 6 mois et on nous les impose. Peut-être encore plus importante qu'elle ne l'était. Oui, non, mais alors de façon encore plus brutale. Et encore plus brutale. Encore plus brutale, parce que là, je pense vraiment, parce que malheureusement, je suis un tabagévite, et je dois en fait me rendre compte que maintenant, les augmentations en fait du paquet de cigarettes, les augmentations en fait ne sont plus annoncées du tout. Non. C'est-à-dire qu'avant, ils les annonçaient, ils disaient attention, la semaine prochaine, dans 5 jours, 4 jours, votre essence. Non, c'est trop dangereux de. Maintenant, ils le disent pas, c'est-à-dire que vous arrivez à la pompe à essence, vous arrivez chez le boulanger, vous arrivez au bureau de tabac et voilà, surprise, ça augmente. Ils ne le disent pas, mais ils le font. Donc finalement, ce mouvement des Gilets jaunes se termine aujourd'hui par un échec. Par un échec au moins provisoire, parce que je pense que le feu coupe sous la cendre et qu'à un moment ou un autre, lorsque la situation va s'aggraver, les gens vont comprendre qu'il faut s'organiser politiquement et constituer une organisation très révolutionnaire pour renverser le régime et puis éliminer la classe politique en place. Oui, c'est les Gilets jaunes constituants d'ailleurs. Mais pour le moment, ces 6 à 8 mois d'agitation, si on peut dire, sont une sorte d'échec. Et même, on peut même dire qu'il y a une tentative de criminalisation menée par le régime contre les Gilets jaunes, puisque un rapport parlementaire qui va sortir ces jours-ci dresse le bilan de tous les retards économiques que le mouvement des Gilets jaunes a créé à la France, de tous les... Oh là là. Et oui. Donc pour incriminer les gens, et cela en prévision des prochaines élections municipales, en utilisé pour aggraver le problème et pour essayer d'attirer les gens qui vont encore avoir l'illusion de servir à quelque chose en allant voter, de se déplacer au procès municipal pour LRM, LR ou l'année prochaine. Avant de faire, si vous voulez, des liens avec l'international, avec des pays qui sont un petit peu... Gilets jaunes, c'est un peu international d'ailleurs. Ça a embrasé un peu en Algérie. Vous trouvez pas ça triste? Enfin, moi, c'est une constatation que j'ai fait par rapport aux Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des CRS ont malencontreusement balancé leur palais de fumée en fait lacrymogène et on commençait à mettre le feu sur la toiture du Fouquet's, c'était fini, c'était terminé. Je veux dire que là, l'infamie avait été commise. Les Gilets jaunes étaient des meurtriers, des sanguinaires, c'était des gens qui avaient démoli le Fouquet's. Vers l'acte 4-6, ils commençaient déjà à mettre des banderoles. Bon, après, c'est en marge et c'est certains d'entre eux. Mais Macron, putain juif, c'était aussi pas mal pour. Alors là, moi, je vous demande. Exciter les foudres. Alors là, moi, en voyant ces scènes-là, en fait, moi, je m'adresse vraiment, en fait, aux gens qui sont des gens aisés, vous voyez, de la bourgeoisie française, etc. Ça leur semble pas étonnant que, vous voyez, en fait, ce Fouquet's s'y brûle. L'opinion publique d'un seul coup se retourne contre les Gilets jaunes, des voyous, des incendiaires, ça veut dire la grande presse, casseurs. Et patatras qu'un mois après, en fait, Notre-Dame brûle. Parce que un mégot tu fais un parallèle tombé dans une gouttière. Bah oui, bien sûr. Alors, non mais attendez, c'est trop. Non,
Oui, mais ça, Une réponse en gros, mais non, mais c'est obligatoire. Mais le fond de l'affaire, c'est que finalement, il y a un mouvement de révolte des Français qui aujourd'hui n'a pas abouti, tout simplement parce que les gens sont d'une part toujours formatés par le système, intellectuellement, et d'autre part parce que finalement la situation n'est pas encore assez grave, assez dramatique, pour que finalement les digues installées par le régime sautent. Parce qu'il faut remarquer une chose, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a quelque chose de paradoxal, mais c'est le propre de beaucoup de mouvements de révolte. C'est que les gens veulent que ça change, mais sans mettre fin aux causes qui ont conduit à la situation où ils sont. C'est-à-dire que les gens formatés par le système continuent toujours à vouloir du consumérisme, le matérialisme, républicain, rester au matérialisme et au laïcisme régimiste, et revenir à une sorte de république idéale ou idéale qui aurait existé au début et qui a été dévoyée. Genre le début de la 5e, par exemple. Par exemple, le début de la 4e. Il y en a qui nous parlent d'une 6e. Voilà. Mais alors, on retrouve la même chose. On la retrouve avec, je veux dire, la bretelle enlevée ici, on la retrouve avec la bretelle enlevée là. Mais on retrouve le même syndrome. C'est par exemple les généraux putschistes. C'est l'angle qui change. Les généraux putschistes d'avril 61 ne voulait pas renverser De Gaulle, il voulait simplement lui faire comprendre qu'il fallait faire autre chose. Mais non. C'est beaucoup moins radical. Là, oui. Lorsque l'on se révolte contre un régime, on n'est pas là pour dire aux dirigeants « mais vous allez faire autre chose, vous vous trompez ». Non. Ces gens-là font sciemment ce qu'ils font. Bien sûr. Et si on s'oppose à eux, c'est eux ou nous. Mais oui, c'est sûr. Nous ne sommes pas à l'époque des rois où les rois pouvaient encore être à l'écoute des corps intermédiaires. La République a cassé tous les corps intermédiaires. Là, ce sont deux camps qui s'excluent et il n'y a rien entre les deux. Non, il n'y a rien entre les deux. Il y a l'individu et l'État. Et il n'y a rien. Donc le vrai fond de l'affaire est là. Donc à terme, les choses vont reprendre. On peut très bien se dire que, d'ailleurs c'est très fréquent actuellement dans les journaux, où vous avez les analystes économiques qui vous disent attention, c'est le calme avant la tempête, la crise va arriver. Ben oui, effectivement, quand l'endettement continue de croître et puis que l'activité économique tend à s'essouffler, que la spéculation augmente, il arrivera un moment, connu d'ailleurs par ceux qui commanditent tout ça, où on va tirer la chasse, quoi. Hein? Alors passons à la suite que l'ami Jean a déjà commencé à initier. Ben oui. Notre-Dame, donc en feu. Bon, il y a évidemment tout le symbole derrière, où il y a l'histoire de France, il y a un millénaire, ça nous rappelle Saint-Louis, quelques épisodes que d'autres rejettent d'ailleurs. Et aussi le côté civilisation chrétienne en France qui brûle, un phare dans le monde, etc. Et maintenant, il y a aussi l'affaire en elle-même. Et ensuite, il y a le projet de reconstruction. Donc, je pense qu'il y a plusieurs volets. Il y a 3 étages, Il y en a même 4. Parce qu'il y a déjà, en fait, un plan immobilier. Ici, je comprends bien, en fait, il y a déjà au préalable un contrat qui est fait avec la mairie de Paris. Quelques années après, il y a en fait cette mise en spectacle de Notre-Dame. Vous vous souvenez de ces belles projections en fait de projecteurs multicolores, de cinéma. C'était comme un dernier hommage, vous savez. C'est triste, mais moi j'y ai participé, avec vraiment grand plaisir, mais je ne savais pas que c'était le dernier hommage à Notre-Dame de Paris. Et le Grand Orient là que tu avais cité hors antenne aussi. Il avait dit que il y a très récemment. C'est très récent. En tout cas, c'est une déclaration d'un frère du Grand Orient qui déclare que Notre-Dame n'est pas un lieu de culte, mais un lieu culturel. C'est pas culturel, c'est culturel. C'est culturel. Il évacue tout le spirituel. Il se passe une chose, c'est que leur république maçonnique, qui s'est mise en place progressivement à partir de 1789. La Troisième République, d'ailleurs, une sorte d'apogée. Ce sont des gens qui disent, la France n'existait pas la nation n'existait pas avant 1789. C'est ce qu'ils disent. Donc, nécessairement, ils se retrouvent avec des monuments, avec des traces de ce qui existait avant 1789. Et qui sont très gênants. Comment arriver à l'intégrer dans leur mythologie? Il faut changer les conceptions. Donc il faut changer les conceptions. Donc vous avez un monument, il faut en chasser toute la force spirituelle. Il faut en aspirer l'essence qui en est à l'origine.
Il faut lui enlever tout son aspect chrétien, tout son aspect catholique, pour en faire simplement un monument. À la limite, on met des caissiers avec un tourniquet à l'entrée, on passe à la caisse, on visite et on sort à l'autre bout. C'est ça. Et l'idée est là. Et alors, c'était déjà un petit peu le cas d'ailleurs, oui. parce que oui, malheureusement, il y a le chemin tout fait. Là. Malheureusement ou heureusement, peut-on dire, il y a encore des gens qui considèrent Notre-Dame comme un lieu de culte. Comme le cœur spirituel de Paris et en quelque sorte un des cœurs spirituels de la France. Et ces gens-là, ils veulent à tout prix continuer à aller prier dans Notre-Dame, veulent considérer que Notre-Dame c'est un lieu ils ne se sont pas approprié ce lieu. Non, puisque ce lieu il a été destiné pour eux. Et voilà. D'ailleurs, ce que vous dites, c'est même Pie XII, du temps où il était cardinal, il avait fait un discours à Notre-Dame de Paris qui est très beau. Le Média Presse Info l'avait relayé, ceux que ça intéresse. Et voilà, c'est ça, oui, c'est le cœur de la France. Alors que peut-on faire? On nie la nature chrétienne de la France, la nature catholique de la France, ces gènes catholiques, si l'on peut dire, et de l'autre côté, on se retrouve avec un monument qui est là, mais pour vous rappeler, pour vous crier ce qu'est la France. Ouais. Donc, alors ces gens-là, qui sont intellectuellement malhonnêtes ou intellectuellement pervertis ou détraqués, enfin, je ne sais pas trop quel mot selon les personnes, eh bien, ils cherchent à inventer n'importe quelle légende, n'importe quelle histoire, pour essayer de retomber sur leurs pieds. Il ne faut pas oublier Castaner, qui avait dit Notre-Dame n'est pas une cathédrale, c'est notre lieu commun. Oui, en fait, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le mot c'est la définition du mot synagogue étymologiquement, je crois. Oui, commun, c'est très dangereux. C'est là où on se retrouve. C'est une peau de banane, commun. Voilà. Donc là, alors l'histoire de Notre-Dame, presque à la limite, on peut se demander si les murs s'étaient écroulés, si ça n'en aurait pas arrangé certains. Oui, il y en a qui s'en réjouissaient, oui, ils trouvaient que c'était pas assez, c'est vrai. Voilà. Sur les réseaux sociaux, il y a une part de ceux issus de l'immigration élevés contre la France, une part de gauchistes blancs aussi, il faut bien voir ça. Oui, non, mais il y a toujours des rabbins aussi, je crois qu'il y a un ministre israélien aussi. Il y a des gens qui avaient raison. Non, mais attendez, il y a peut-être, vous savez, des gens qui nous voient dans notre vidéo et puis qui se marrent, qui rigolent, parce qu'en fait, ils voient s'affoler 3 personnes qui mettent en doute la théorie de l'accident. Alors à ceux-là, on peut aussi venir à ceux-là, en fait, si vous voulez, je leur invite, je vous invite. Même je vous l'appelle. Une bouteille d'alcool, du papier journal, des cagettes, et puis on va prendre une bûche, allez, on va prendre 50 cm de long, sur 42 sections. Vous renversez l'alcool, vous mettez le papier journal, vous mettez les cagettes, et puis en fait on va mettre ça dans un caisson de barbecue. On fout le feu, et on revient 1 heure après. Pour une bûche qui serait grande comme ça. Je reviens 1 heure après. Elle n'est pas totalement consumée, oui. Même dans une bonne cheminée. Si le feu est parti, il ne faut pas juste un mégot de cigarette, il faut plusieurs allumettes, il faut une bouteille d'alcool, il faut vraiment du matériel, je veux dire, combustible pour mettre le feu à la charpente. La chose la plus louche, c'est que normalement, un événement s'est passé, on ouvre une enquête pour déterminer la cause. Or là, ils ont ouvert une enquête pour dire que c'est un accident. Donc, ils ont ouvert, il y a une étape qui est sautée là. Dès le départ, le procureur ou je ne sais qui a dit que de toute façon on écartait la thèse de l'attentat. Pour commencer. Alors que la police. Alors si c'est pas un attentat, ça peut peut-être être un accident. Voilà. Non. Et il y a aussi l'ancien architecte en chef de la cathédrale, des monuments historiques, qui a exprimé ses doutes. Beaucoup de personnes ont exprimé leurs doutes. Oui. Et de toute façon, même sur le fond. C'était passé dans la presse, d'ailleurs, écrit 2 fois. Mais même à la limite, que ce soit un accident ou que ça n'en soit pas. Le régime ment tellement que, il n'est pas crédible. Il va pouvoir raconter tout ce qu'il veut, expliquer tout ce qu'il veut, les gens auront toujours un doute. Lorsqu'on nous a raconté en 1986-87 que le nuage atomique de Tchernobyl s'était arrêté sur le Rhin. Arrêté sur le Rhin, comme si nous, vigilants sur le Rhin, la garde sur le Rhin, on avait dit au nuage retourne d'où tu viens. Oui, alors que les nuages classiques transpercent les frontières. Alors que les nuages, ça n'existe pas. Alors, à partir du moment où vous avez conscience de ce genre de choses,
On peut vous raconter tout ce que l'on veut selon une thèse officielle, ça ne passe pas. Vous avez l'histoire même d'AZF à Toulouse. L'histoire d'AZF à Toulouse, il y a des faits extrêmement troublants. Des personnes qui ont entendu une double explosion, puisque j'ai de la famille là-bas, eh bien, on a nié ces réalités, et presque dit à ces gens, mais vous avez mal vécu la chose, vous n'avez pas compris. Donc, il y a un certain Cerbera, qui était membre d'ailleurs du MNR à l'époque, qui avait écrit un livre, il est obligé de le publier à compte d'auteur. Les questions qu'il avait soulevées, les problèmes qu'il avait soulevés n'ont jamais été traités, n'ont jamais été abordés. Donc lorsque vous en êtes là, eh bien on va pouvoir vous raconter tout ce que l'on veut sur l'attentat ou l'accident ou sur l'incendie de Notre-Dame. C'est pas très rassurant. Mais... Attendez, c'est pas fini. On n'y croira pas. Vous savez que c'est pas fini avec cette histoire. Parce que comment pour faire du zinc, que faut-il pour faire du zinc? Pour faire du zinc, il faut du plomb. Oui. Hein, donc il se trouve que cet incendie délirant en fait pour la masse de bois qu'il y avait sur place. Non seulement l'incendie est délirant, il est délirant, hein, mais toute la charpente en fait, si vous voulez, la toiture en fait de zinc a fondu évidemment. En fait, ça a fait une intoxication au plomb. Donc toutes les pierres, tout l'environnement autour de Notre-Dame, tout le parvis est complètement intoxiqué au plomb. Et vous allez voir que ça va faire des diagnostics d'intoxication au plomb sur le site qui seront, je vous dis, mais ça va pas être possible. Et je vous garantis qu'ils vont nous... C'est encore, en fait, si vous voulez, une carte qu'ils ont dans leur poche. Parce que il y a eu une intoxication au plomb absolument épouvantable. Et ne serait-ce que de penser que, si vous voulez, l'incendie serait d'origine criminelle, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que, si vous voulez, c'est aussi, il y a une intoxication du Parisien. Il y a une intoxication du Parisien qui est derrière tout ça, qui est sous-jacente. Il y a une pollution de l'air. Une intoxication de l'architecture, et on va peut-être d'ailleurs plier le sujet là-dessus. Oui, parce qu'on va peut-être pas aller plus loin. Oui, et puis le fait que ça va être reconstruit, peut-on faire confiance à ce régime pour la retrouver comme elle était? Non. Alors que la solution est simple, il suffit de la reconstruire dans l'état originel où elle était. Seule la question des matériaux peut se poser. La flèche de Viollet-le-Duc, qui respecte à peu près quand même l'esprit de l'époque ogivale, mérite d'être restaurée à l'identique. Et là encore, le fait de vouloir faire un concours international, c'est vraiment vouloir dénaturer un peu plus l'édifice et puis en faire une sorte, en gros, d'édifice international, alors qu'il s'agit en fait Olympiques aussi. Non, mais attendez. Il s'agit de l'âme de la France, de l'âme chrétienne. Pour que ce soit prêt pour les prochains Jeux Olympiques, c'est-à-dire le faire à l'arrache. Ils vont faire un grand plongeoir et tu vas voir qu'ils vont faire une piscine olympique en bas, quelque chose dans cet esprit-là. Notons quand même que l'archevêque de Paris a eu l'idée de refaire une messe dans la cathédrale dernièrement. Non, mais justement, moi exprès pour montrer que la cathédrale n'était pas un lieu commun ou un simple monument, mais que c'était un édifice religieux. Alors, il faut au moins rendre hommage, reconnaître ce qu'a fait l'archevêque. Cet archevêque-là et puis ses paroissiens vont devoir braver évidemment les avertissements de la maire de Paris et de son administration au sujet des intoxications au plomb. Je vous dis, bien sûr, commencer à devenir un argument très très lourd dans la balance en fait. Donc, très bien. Prochain sujet, on va le faire par rapport à la répression. Donc il y a celle de la censure, ça va être par rapport à l'internet et aussi au monde judiciaire un peu avec toutes les affaires. Tout récemment, là, il y a eu un attentat dirigé contre Dieudonné, un homme dans un camion qui a voulu foncer dessus. Voiture bélier. Il a été frappé de 2 voire 3 ans de prison avec le sursis cumulé pour une affaire financière. Pour une affaire de fraude fiscale. C'est ça, oui. Mais l'affaire de fraude fiscale était déjà annoncée, puisque le gouvernement d'alors, je crois que c'était Valls qui était... C'est vrai que ça remonte, oui. C'est très vieux. Valls avait déjà dit à l'époque, on va faire tomber Dieudonné, on va gratter les fonds de ses comptes et autres, et on va le faire tomber pour des questions officielles. C'était déjà annoncé. Donc, c'est par ce biais que socialement on tue un ennemi politique. On tue un ennemi politique, voilà. L'hypocrisie du régime... je crois que ça concernait en fait la fameuse Ananassurance, en fait, cette histoire d'arnaque. Il avait essayé de faire... c'était par rapport à... En fait, disons que Dieudonné a disons, eu le bonheur de trop bien réussir pour sensibiliser les gens
au problème de la doxa historique sur la Seconde Guerre mondiale. Et aussitôt, on va lui faire payer. Car une chose que les gens doivent comprendre, dans tout régime, dans toute société, il y a un élément sacré. Les hommes ne peuvent pas faire ça. Alors, en 1789, on a détruit l'élément sacré véritable qui était le christianisme, qui était la foi dans le Christ, qui était les tabernacles. On l'a remplacé par autre chose, progressivement. Alors on l'a remplacé par des succédanés, par Marianne, par la patrie, une patrie républicaine et tout ce qu'on veut. Là maintenant, on l'a remplacé par la Shoah. On l'a remplacé par la Shoah, par le climat aussi, le réchauffisme. Oui, voilà, dès que vous commencez à toucher à ça, délit de blasphème, on vous tombe dessus. Ce sont des dogmes d'un seul coup. Mais c'est lié à l'ordre des sociétés. C'est lié à l'ordre des sociétés. Il y a toujours un élément sacré auquel les gens, disons, se réfèrent et communient. Alors il y a un élément sacré, il y a les vrais et puis il y a les faux. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment des opérations. Voilà. Moi, je remarque quelque chose. C'est des opérations de communication. Après, c'est le chien de Pavlov, après. Qui sont vraiment, mais qui ont pour vocation d'être toutes loupées, ratées les unes aux autres. Parce que, en fait, quelque part, donc il rattrape Dieudonné fiscalement parlant par rapport à son histoire d'ananas-assurance. Bon, je veux bien croire que le truc, enfin, ça, c'est pas cousu que de fil blanc et que de fil noir. Hein, pourquoi pas, mais on sait que de toute façon, ils essaient de trouver une brèche pour... Mais de l'autre côté, ils se ridiculisent parce que, en fait, cette tentative d'homicide, je pense pas que ce soit véritablement une tentative d'homicide puisque le type est foncé dans le décor et quand on essaye de revisiter un petit peu la scène de l'incident, le type avait pas véritablement de gens devant lui, devant sa voiture, devant les roues de sa voiture, il a roulé sur personne, il y a eu un accident dans une dernière scène, il a avoué, etc. Là, en fait, il se roule, je veux dire, il se couvre de ridicule, parce que d'un côté, peut-être qu'ils le tiennent sur quelque chose qui est véritable, et de l'autre, après, ça sort de son contexte. Et après, ensuite, bon. Donc, et également, on a Soral, frappé un enferme. Il y a le site d'égalité et réconciliation qui est en sursis, parce qu'ils ont tenté de faire disparaître la démocratie participative et ont essayé d'élargir un peu plus. Donc, égalité et réconciliation dans le viseur. Il y a Rissen aussi, il me semble, parce que lui, il cumule plus d'une dizaine de procès. Jérôme Bourbon aussi, donc il faut attention pour l'instant, il ne va toujours pas le faire. Mais... La question qu'on peut se poser là-dedans, c'est lequel de tout cela vont-ils mettre le premier entre quatre murs ? Et en plus, le danger de mettre Soral, c'est que comme il est connu, ça va faire beaucoup de publicité et dans les prisons, il risque d'être même bien accueilli. En fait, pareil pour Rissen et pareil. Encore pire pour Dieudonné. Encore pire pour Dieudonné. Donc oui, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Et niveau internet, il y a aussi, récemment, c'est l'offensive YouTube, c'était le 5 et 6 juin. Des centaines de chaînes ont disparu, pas mal aux États-Unis d'ailleurs, et qui pourtant inoffensives, parce que très souvent c'était juste le fait de revendiquer un peu la culture européenne. Ou de filmer. Donc maintenant, aujourd'hui, filmer une Europe, un ruisseau en Europe, c'est presque du fascisme indo-européen. Donc il faut commencer à faire très attention. J'avais eu quelques avertissements sur ma chaîne, la mienne a été totalement supprimée. La vôtre a été fait supprimer ta chaîne. On est un peu inquiet pour ce qui est revue militant et tout ça. Ah non, nos revues, nos entretiens vont bientôt passer en samizdat. Non mais rassurez-vous, il faudra qu'on fasse au moins 15 000 vues. On est pas loin. Oui, c'est vrai qu'il faut... Ah oui, c'est déjà arrivé, c'est vrai. Il faudrait les vendre sur CD après sous le manteau. Ce sera plus interdit que la cocaïne, vu que la drogue va être légalisée bientôt. Donc voilà, après pour l'onglet répression, c'est vrai qu'il y aurait sans doute beaucoup de choses à dire. Mais tout le monde s'en rend bien compte. Ça a quand même, disons, un côté rassurant, en ce sens que plus la répression augmente, plus on peut se dire que le régime se fragilise. S'affaiblit. Ouais, c'est vrai que finalement il durcit quelque chose qui lui échappe. Comme un chien qui grogne, qui dit qu'il va mordre, il va mordre. Et le régime, chien qui aboie ne mord pas. Chaque aboie. Non mais là, effectivement, c'est un signe de fébrilité, de fragilité du régime. Donc il faut prendre les choses, disons... parce qu'elles peuvent avoir de positif. C'est ça, oui. Oui, c'est ça, oui. Ça doit inspirer le sourire, même si... D'ailleurs, même à l'époque de l'URSS, on a envoyé les gens dans les asiles psychiatriques en plus grand nombre, au fur et à mesure que le régime s'affaiblissait. C'est vrai. Bon.
Solzhenitsyn avait fait les frais. Oui, puis d'autres. Donc, sujet suivant, on avait fait un sujet il y a peut-être une année, quelques mois, sur le réchauffisme ou la thèse du réchauffement climatique essentiellement dû à l'homme, parce que bon, ça entre nous, on peut appeler ça le réchauffisme. Je crois que si on le réchauffisme, si on invente un terme il y a plusieurs volets. Un truc d'actualité aussi, c'est la Greta Thunberg, parce qu'ils ont leur sein. Et là, visiblement, celle qui est elle peut pas être encore canonisée, elle est encore en vie, malheureusement. Et, elle est bien jeune. Aussi, oui, elle a 15 ans, je crois. Oui, on lui souhaite longue vie. Du coup, un icône sorti de nulle part qui est lié à une famille qui est proche de la finance internationale. Ça sent un petit peu l'entourloupe, et puis toujours la petite larme provoquée. Ouh là là, elle est autiste, peut-être Asperger, je me souviens plus. C'est pas celle-là qui disait qu'elle sentait le CO2 oui, c'est ça, elle avait des pouvoirs magiques. C'est peut-être tiré de la cabale, ça aussi. Oui, c'est... Une cabale de la cabale. À moins qu'elle ait été voir. Donc oui, excusez-nous. Monsieur Grandillon, si vous pouvez un peu traiter du sujet qui est d'actualité brute, là, brûlante. Le réchauffisme aujourd'hui est devenu une véritable religion. Normalement, ce qui ne devrait être que des hypothèses scientifiques, une théorie scientifique, devient vérité d'évangile. Et vous avez beau avoir des centaines de scientifiques qui mettent en doute la réalité du réchauffement climatique. Ils sont marginalisés d'ailleurs. Ils sont marginalisés, on les traite d'incompétents. Aux États-Unis, ceux qui disent que c'est essentiellement dû à l'activité du soleil et pas de l'homme, par exemple. Pas de l'homme. Non, mais de toute façon, il y a une doxa, il y a un dogme qui est établi et vous ne pouvez pas aller au-delà. Et le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, dans le gouvernement où nous sommes, nous avons de véritables fanatiques du réchauffement climatique qui veulent à tout prix contraindre les Français à se convertir à ce qu'ils appellent la transition écologique, c'est-à-dire tout faire pour réduire les émissions de CO2, comme si le CO2 était la cause du réchauffement climatique, alors que beaucoup de scientifiques disent qu'elle en est au contraire la conséquence. Bon. Et en plus, le CO2, lorsqu'il augmente, c'est pas si mauvais que ça, en ce sens que ça augmente la chaleur, ça augmente la luxuriance de la végétation et on a encore plus à manger. Bon. Ensuite, on sait très bien qu'il y a des cycles solaires à travers les âges, qu'il y a des cycles climatiques qui font qu'il y a des périodes de réchauffement, de refroidissement et autres. Oui, parce qu'ils disent on a atteint des pics, mais même ça, c'est pas sûr. Non, actuellement... Période médiévale, avec des textes écrits, on a bien des sources qui disent il y a des tests des fois, il y a eu des pics sévères. Oui, sur les végétaux, je crois bien savoir qu'ils font des tests, en fait, si tu veux, sur le cerclage, vous savez, des végétaux, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des anneaux, si tu veux, quand ils coupent de vieux chênes ou des... il se trouve qu'ils arrivent à trouver dans les anneaux des concentrations où ils repèrent certaines années, mais vraiment catégoriquement beaucoup plus chaudes que celles qu'on vit actuellement. La dendrochronologie. Voilà. Et ce qui se passe là, actuellement, c'est qu'on a affaire à de véritables fanatiques. De véritables fanatiques, avec en plus un gouvernement. Des ayatollahs. Oui. Un gouvernement qui veut... qui pense cacher sa médiocrité, son absence de qualité d'homme d'État, en se présentant comme sauveur de la planète. Ils entrent dans le rôle de ces sortes de sauveurs du monde, à l'image de la France, qui aurait été le guide du monde depuis 1789, qui a ce destin planétaire qui guide la planète. Et aujourd'hui, ils pensent que parce que la France va supprimer les voitures à essence, va supprimer les poêles à bois qui émettent trop de CO2, va obliger les gens à avoir des doubles vitrages, triple vitrages, que sais-je encore. Puis quand on n'a plus de cheminée, on paye aussi le chauffage et on utilise l'électricité, le gaz. De par l'exemple vertueux de la France, le reste du monde va suivre la France. Mais il n'y a qu'à regarder. Le reste du monde se moque éperdument de ce que peut décider Macron, Philippe ou quelque autre personnage de ce genre. Alors en Chine, certes, ils vont prendre des mesures pour éviter telle ou telle pollution. Oui, parce qu'ils sont de toute façon le premier mangeur d'énergie première. Tout simplement, parce qu'à la fin ça provoque des maladies et qu'il faut réagir. Mais sur le reste, en plus, la France, qui émet à peine 1% de leurs particules CO2 dans le monde,
c'est pas la France avec 1% qui va changer le sort de la planète. Par contre, ce qu'elle est en train de changer actuellement avec toutes ces mesures, c'est qu'on est en train de détruire notre économie, on est en train de reprendre du retard dans un certain nombre de domaines, beaucoup de domaines, et puis que l'on est en train de sombrer ou d'accentuer notre déclin. Ça, c'est une chose qui est certaine. C'est ce qu'on était en train de dire hors antenne d'ailleurs. Comment ce régime qui pollue tout, il pollue notre culture, notre langue. Là, on a l'écriture inclusive, le subjonctif dans l'imparfait qui disparaît. Oui, parce qu'il faut détruire le langage, évidemment. On pollue tout, on pollue la race, la nation, la religion, le machin, tout est pollué. Alors, et là, par contre, eux, ils vont sauver vis-à-vis de l'écologie. Justement, alors ce sont des gens qui nous parlent d'écologie. Moi, je vais dire que la première écologie qui soit, c'est de sauver notre race. C'est de sauver notre terre, de nous permettre de vivre et de survivre aujourd'hui et de nous projeter dans les générations à venir. Quand on aura... Ces gens-là, ils veulent sauver la planète, mais seulement... Ils sauvent même pas leur maison. Ils ne sauvent pas leur maison, ils ne sauvent pas leur famille. Oui. Ils promeuvent leurs citoyens. Ils ne sauvent pas leur travail, ils ne sauvent pas leur État, ils ne sauvent pas l'administration, ils ne sauvent pas les ils frontières. Ils promeuvent la pilule, ils promeuvent l'avortement. Et ils promeuvent l'euthanasie. En gros, ils promeuvent la culture de mort et de l'autre côté, ils veulent sauver la planète. Mais il y a peut-être aussi une autre explication. C'est le côté gnostique de l'affaire. Parce que la gnose, elle finit par dire que l'homme est quelque chose de mauvais et que l'homme détruit la planète, abîme la terre, abîme la nature. C'est de l'orientalisme, ça. Donc, il suffit de supprimer l'homme et la terre ira beaucoup mieux. Il y en a qui disent ça, et ça rejoint un petit peu l'esprit des cathares. Les Malthusiens, les Malthusiens, tout ce genre. Mais c'est l'esprit gnostique qu'il y avait à l'époque des cathares. D'où l'hostilité de la démographie, oui. Ah oui, à l'époque des cathares. Les cathares disaient que l'homme est mauvais et il ne faut pas qu'il se reproduise. Et on retrouve aujourd'hui la même chose. C'est un avatar du gnosticisme. Une déchéance qui vient de là. Oui. Donc les cathares, il y avait eu la croisade contre les Albigeois, il y avait eu Simon de Montfort. J'espère qu'on va bientôt avoir un Simon de Montfort contre les cathares dégénérés qu'on ose faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour l'écologie en soi-même, on n'est pas hostile, puisque finalement c'est l'équilibre des forces de la nature. On vit dans un monde où les ressources sont limitées. La question se pose. On n'est pas hostile à l'écologie. Mais c'est extraordinaire. L'écologie, mais il est bien évident que ne pas jeter des déchets toxiques dans les rivières. Même dans la rue, quoi. Même dans la rue, ça va de soi aussi. Ne pas déboucher une bouche incendie quand par exemple c'est en plein été, puis qu'en fait on a quand même besoin un petit peu d'eau pour arroser les plantes par exemple. Dans les banlieues, j'appelle un petit peu les gens qui ouvrent des bouches. C'est sûr qu'ils nous écoutent pas. Péter des bouches en incendie. C'est sûr que bah oui, non, ceux-là nous écoutent pas. Ça c'est pas écolo, il me semble. Non. Oui, mais alors par contre. Ça, c'est pas politiquement correct ce que tu dis. Oui, parce que c'est de l'enrichissement culturel. Eh oui, c'est de l'enrichissement culturel. Ça, j'ai bien appris la leçon. Voilà. Ouais. Et lorsque l'on vous donne, par exemple, des aliments carnés avec des vaches qui sont piquées à longueur d'année... Avec des antibiotiques. Parce que l'hiver, on ne prend même plus la peine de les rentrer dans les étables et que pour leur éviter toutes les maladies, on les pique à n'en plus finir, eh bien, vous détruisez non seulement la viande que vous produisez, donc et le gène de la les personnes qui les mangent, mais en plus les déchets qui en résultent vont transmettre à la terre tous ces produits vétérinaires qui vont empoisonner la... Non, mais la véritable écologie, elle est là. De l'autre côté, il faut une politique locale aussi. Bien sûr. Bon, il faut mettre fin à cette mondialisation qui fait que vous avez des super cargos, des super tankers qui polluent je crois comme 1000 voitures. J'ai entendu parler J'ai entendu parler en fait, si vous voulez. Alors je sais pas si les chiffres sont exacts. Je sais pas si l'article c'est du fake news comme on a l'habitude d'en lire tous les jours dans les journaux. Mais paraîtrait-il qu'un vous savez un navire de croisière, vous savez parmi les 5 ou 10 plus gros navires de croisière aujourd'hui européens qui circulent, que sans avion. En fait, paraît-il qu'à l'arrêt, c'est en fait à l'heure l'équivalent de 1000 voitures. 1000 voitures à l'heure, oui. Donc, à l'arrêt. Non, mais le mieux, c'est d'essayer de reproduire local. Autant qu'on le peut, autant que ce soit possible. Alors, il faut rendre justice. Il y a certains écolos qui le disent. Oui, les plus lucides, peut-être moins liés d'ailleurs aux partis, à la finance. Les plus lucides. Bon, dans ce domaine, vous avez un personnage qui finalement gagne à être lu, et c'est José Bové qui tient ce genre de propos.
Alors, il faut le lire, mais pas mais le ça, voir. c'est presque Mais pas le voir. ça, c'est Faut pas le voir, nationaliste. voilà. Mais voilà, mais non, mais il y en a quelques-uns, mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, ils devraient dénoncer toutes ces choses-là. Non, ce sont tous des altermondialistes, autrement des mondialistes d'une autre manière, c'est-à-dire on ne supprime pas le mondialisme, mais on l'aménage autrement. Ouais. C'est tout. Après, il y a pas le mondialisme, si j'ose dire, mais la version de l'Église qui a été un peu soutenue par Pie XII, qui disait qu'il y a une confédération mondiale qui reconnaît les nations, des ententes, bon, ça peut Mais, s'envisager, après il faut voir les modalités. mais Quoi. que les peuples se parlent, que les peuples discutent. Bah, entre eux. encore faut-il qu'ils existent, les peuples, parce que si on Mais les voilà, détruit mais tous, si après il y on en les a détruit, plus. il n'existe plus, bien sûr. Et moi, ce qui m'avait effrayé, c'est Benoît XVI, qui, dans une encyclique, avait vanté les mérites d'une gouvernance mondiale, d'un gouvernement mondial. Oui, depuis Jean 23, ils étaient déjà Oui, pas mais mal. là, ouais. mais là c'était écrit de manière Noir explicite. sur blanc. Quant à François Zéro, Bergoglio, alors là, on n'en parle plus. Oui, il y a quelques éléments, d'ailleurs, on va retomber dessus. Peut-être juste pour clôturer le sujet, il y a un dernier élément, je pense qu'il fallait souligner et qu'on n'a pas, il me semble, souligné. il me semble. Là aussi, il y a un enjeu qui est l'augmentation des taxes, faire payer, se vider les poches du citoyen, se les mettre dans les siennes, puisque il va bientôt, il nous pompe tellement l'air qu'il va falloir payer l'air qu'on respire. Ah ben là, ça rejoint le problème que nous avons abordé au début, c'est celui des gilets jaunes. Le problème des C'est taxes. Le problème des taxes qui sont liées à toutes leurs réglementations supplémentaires. Oui, c'est ça que le premier gilet Mais jaune... c'est lié au dogme du réchauffement climatique en partie. Mais j'ai même lu des études faites par des cabinets écolos, comme quoi il faudrait établir des couvre-feux thermiques. C'est-à-dire que les gens devraient éteindre leur feu la nuit, devraient faire des histoires, que l'on devrait interdire les constructions d'habitations nouvelles parce qu'elles sont énergivores. On devrait limiter les maisons à 30 mètres carrés de surface par personne, enfin, mais des choses totalement délirantes. Alors, il faut faire extrêmement attention. Aujourd'hui, on prend ça à la rigolade. Ça fait rire. Je ne ris pas du tout. Parce que quand il y a 30 ou 40 ans, vous aviez de doudingues qui nous parlaient du gender, que les sexes n'existaient pas, on rigolait. Mais aujourd'hui, c'est enseigné comme la doxa comme vérité classique, scientifique ouais. à nos enfants. Égard à celui qui n'est pas d'accord. Et là, on peut même plus rigoler, d'ailleurs. Mais non, donc voilà. Même ça, oui. Non, mais quand vous avez des fous dangereux, quand vous mettez les fous dangereux à l'écart de la société, ça va. Quand ce sont eux qui s'emparent du pouvoir, ça devient grave. Oui, parce que comme disait saint Thomas d'Aquin, la pensée se conforme à la réalité et un ordre naturel qui nous entoure et qui, je veux dire, par nos sens, on peut le découvrir, mais il y a des choses qui ne dépendent pas que de nous. Le moi, il se fonde dans un groupe, se fonde dans le monde, voilà. Donc bon, ces gens-là auront besoin d'un petit cours de philosophie, à moins qu'ils soient tellement fous que ce soit plus possible. Vous savez, la philosophie aujourd'hui exclut par nature la métaphysique. Or, c'est la métaphysique qui est à la base bien sûr, de tout. Aujourd'hui, quand on vous parle de philosophie, c'est tout simplement de la psychologie de bas étage. C'est vrai, ils n'arrêtent pas. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. C'était l'opposition à Jean-Marie Le Pen dans les années 90. Voilà. Il mettait un psychologue, oui, vous dites ça de telle manière avec la grimace. Enfin, bon, Voilà. Ça mériterait de revoir les images parce que qu'est-ce qu'on rigole. Parce que leurs arguments, excusez-moi, c'est la dégénérescence de la philosophie. Oui. Ouais, la psychologie, c'est la partie sensible de l'âme, c'est juste une catégorie. Alors, bon, là, ça va être le filon un peu décadence, bon, même si vous me direz, on y était déjà. C'est pas un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, je pense que le LGBT, c'est ça? Non, oui. je passais de... Ah, d'accord, donc on passe... Oui, ça va être un peu comme la répression, donc on contextualise, après vous dites votre propos, ça peut être assez court. Hein. Ouais. Donc d'abord, le milieu rap, là, qui fait pas mal de bruit, de toute manière, ils sont médiatisés dans toutes les radios, on n'y réchappe pas même quand on veut. Il y a deux volets, il y a le côté rap un peu dissident et patriote qu'on connaît dans le camp national, et il y a celui officiel. Donc dans celui officiel, il y a un certain Nick Conrad qui s'est fait remarquer depuis la fin d'année dernière déjà. Il avait fait un clip Pendez les Blancs, donc c'est un noir, il vient d'un fils de diplomate, je sais plus si c'est le Cameroun ou qui est assez riche, il ne vient pas de nulle part. Et oui, du coup, vous avez vu ça. Donc là, pour le coup, l'antiracisme, la justice a quand même saisi le truc.
Il a été condamné très mollement par rapport à ce qu'on peut connaître dans le milieu nationaliste. Il a pris du sursis, je crois, quelque 3 000, chose comme 3 000 euros. 3 000 et 3 mois de sursis. Ah, ouais. Et ça, c'est la première affaire. Apparemment, Castaner a saisi une deuxième fois parce qu'il a fait un autre clip peut-être un peu plus modéré. C'est plus anti-blanc. Et ça s'appelle plus au meurtre, c'est anti-français maintenant. C'est Je brûle la France, le titre. Oui. Dans le clip, donc il étrangle une blanche. Une femme, ouais, blanche. Voilà, et il a dû s'expliquer sur les plateaux télé. Donc il dit c'est symbolique, en gros, et que ça symbolise simplement la décolonisation, le refus de l'assimilation qui est une oppression, grosso modo. Voilà. Donc là, discours sartrien, hein, on a Jean-Paul Sartre là, qui vient d'apparaître, un peu fonci, quoi. Il y a ça, bon voilà, c'est encore un peu en cours, c'est une affaire on est en plein dedans, et là le rap, oui, peut-être tu connais un peu plus que moi, mais c'est vrai que pour le coup, ce qui est Amalek, l'Arien, etc., eux sont... Toutes les affaires en fait comme ça, si tu veux, qui sont très très malodorantes. Il y en a beaucoup comme ça en fait en France en ce moment. Il y a l'affaire de ce petit jeune qui a disparu aussi sur les quais, sur les quais. Tu sais, suite à cette intervention en fait à la cité de la, suite à la fête de la musique. Ils ont chargé, hein, les CRS ont chargé, et puis bon bah il y a malencontreusement un jeune qui est tombé à l'eau. Je crois que c'était à Rouen ou quelque chose comme ça. À Rouen. Bon, les auditeurs, enfin nos lecteurs confirmeront, mais en tout cas voilà en fait le type même d'affaires en fait médiatiques qui se déroulent en 2 tomes. Hein. C'est le premier tome, on annonce, comme Nick Conrad, je veux pendre des blancs, je veux brûler la France, je veux égorger des blancs. Pour l'instant, c'est juste artistique. Les violer, les faire pendre et tout. Dans un deuxième temps, en fait, si vous voulez, la presse évidemment monte tout en épingle, on va se venger. Surtout qu'en Afrique du Sud, ils le font vraiment. Il faut mode. Nick Conrad. On a fait ce sujet aussi. Et puis plouf, plus rien. C'est terminé. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a rien, tout le monde est complètement dissipé, comme pour l'affaire de Notre-Dame. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Pour le parallèle, d'ailleurs, Amalek... Ça s'arrête. Amalek, c'est Putain juif, le titre du morceau. Donc, certes, c'est non, là, ça s'arrête pas, là, par contre. Mais lui, il a fait la prison ferme. Mais lui, il s'attaque au magistère moral et spirituel de la France. Actuelle, oui. La France actuelle. Et le Nick Conrad, lui, pendait les blancs, c'est quand même un appel au meurtre. Oui, bien sûr. L'autre, c'est insultant, là, c'est oui, mais... quand même une distinction. Oui, là, il y a en fait d'un côté un appel au meurtre qui n'est pas condamné du tout, qui est carrément, enfin, c'est la chasse gardée de ce gouvernement qui va évidemment chapeauter les petits sauvageons comme il faut, leur petit panier pour qu'ils puissent continuer tranquillement leur provocation. Et de l'autre, en fait, là, des jeunes artisans du rap, en fait, on va dire, nationalistes, voilà. C'est ça le problème, ce sont des blancs. Ils font eux aussi de la provocation. Bah alors, eux, c'est les 2 jambes pétées, c'est 6 mois de tôle, plus des amendes. Le tout dernier, il s'appelle Yom, et donc il a fait une boutade en disant j'aurais aimé avoir des bras bioniques pour tirer défourailler sur le CRIF, je crois. Bon. Et il a été enfermé en prison de manière préventive, on n'a pas de nouvelles de lui. On n'a plus de nouvelles de lui. Hein. Visiblement, c'est le régime terroriste qui lui a appliqué. Il est traité comme un djihadiste. Comme un djihadiste, parce que évidemment... Pour un statut sur les réseaux sociaux. Pour un statut sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment froid dans le dos. Statut Facebook, prison dans les ça fait vraiment froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Selon les personnes auxquelles vous vous attaquez, vous avez un traitement différent, ça c'est sûr. Et visiblement, en France, insulter les Français, c'est bizarre parce que France et Français, ça va mieux ensemble. Oui, il y a une porte plus largement ouverte. Oui. J'en entendais même un qui citait la dernière loi qui a été mise en place, tu sais, qui interdit maintenant de porter atteinte aux musulmans, aux homosexuels, aux afrodescendants en Europe, ils disent etc. aussi. Ouais. Et paf, on fait tout le tour. Ouais. Et puis on sur le dernier point. Et les médias arrivent à faire avancer leur pion. Les Français, les chrétiens, non, ils ont pas le... Non. Et les médias arrivent à faire avancer leur pion parce qu'au lieu de dire qu'ils musellent la parole des Français, ils disent qu'ils musellent la parole de l'extrême droite qui est dangereuse, qui est ceci. Oui. Et donc là, c'est la tarte à la crème. Voilà. Bon. Non, mais l'extrême droite, elle est où, l'extrême droite? Lorsqu'on nous parle de l'extrême droite au Rassemblement National, ça me porte à sourire. Oui, ça reste du démocratisme. Quoi. Ça reste du démocratisme. L'extrême droite, c'est l'extrême droite régimiste. En gros,
c'est l'opposition reconnue, installée par le régime, c'est l'opposition reconnue à la synagogue. C'est tout. Il y a, je pense, elle en fait partie quand même. Il y a eu de la part de Marine Le Pen, je pense, des exagérations au niveau en fait de la communication. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, on voit une Marine Le Pen se plier complètement à la doxa politique, dire oui sur tous les plateaux de télévision, dire oui. Et de l'autre côté, quand elle va dans des meetings politiques, on entend une foule à l'unisson crier « on est chez nous ». Et là, évidemment, là, ça propose, si vous voulez, ça fait un décalage absolument énorme. Pourquoi, en fait, ils ne sont pas accueillis sur le plateau ? C'est pas la famille Le Pen qui n'est pas accueillie sur le plateau. Ce sont ces gens qui, dans les arènes, dans les meetings politiques, disent « nous sommes chez nous, nous sommes bien sûr. » C'est ça, en fait. Hein. Mais là, actuellement, je vais redire ce que j'ai dit souvent. Bon, des mouvements comme le Front National, enfin le Rassemblement National, en gros, sont des impasses politiques organisées par le régime pour y envoyer tous les mécontents et essayer de les circonscrire. Mais bien sûr, et en plus les plumer. Et si d'aventure ils arrivaient au pouvoir, peut-être qu'ils prendraient 2-3 petites mesures par-ci, 2-3 petites mesures. Non, mais je veux dire, 2-3 petites mesurettes, mais ils ne toucheraient pas au Graal. Il ne toucherait pas à l'élément central dirigeant du pays, donc ça ne pose aucun problème. Vous avez la petite fille Le Pen, alias Marion Maréchal, eh bien elle-même, on la porte, certains milieux la portent, tout simplement parce qu'elle peut récupérer un certain nombre de personnes lassées de Marine Le Pen, mais elle-même non plus n'est pas dangereuse, puisqu'elle est cornaquée par Steve Bannon, qui lui-même est un néocons américain, et qui ne voit que par l'entité sioniste de Palestine. Oui, et puis en fait, en plus cette espèce de cinéma en fait à l'université politique, c'est un cinéma. Excusez-moi, c'est du cirque. Elle n'a rien proposé, puis d'ailleurs en fait il n'y a rien qui a été établi. Donc je veux dire, tout ça est un énorme. Ce sont des discours bien formés, bien mis en forme, qui brillent bien, mais avec rien de tangible. Rien de tangible. C'est pas avec ça qu'on va faire brûler le toit de Notre-Dame. Hein. Voilà, bon, comme ça c'est dit. Hein. Alors, dossier LGBT, là on va peut-être grouper deux trucs d'actualité. On nous a collé donc un certain Bilal Hassani sous les yeux. Pour ce pour l'Eurovision, oui. Oui, voilà. Et puis, il y a aussi un autre fait particulier à signaler. Moi, j'aime bien. J'aime bien, parce qu'excusez-moi, en fait, ça montre à la diversité ce à quoi ils vont être traités demain. Ça leur montre ce qui les attend et ce à quoi ils vont. Ils pensaient que ça s'appliquait qu'aux Français. Moi, franchement, je n'y vois absolument rien de mal. Même j'encourage Bilal Hassani de faire tout le tour de la France, de montrer à toutes les banlieues à quoi va ressembler en fait un Marocain, un Algérien, un Tunisien de demain qui vient habiter par chez nous. Il ressemblera à une Marocaine, une Tunisienne ou une Algérienne. Non mais ça sera pire que ça. Ça sera certainement pire que ça. Et oui, du coup, si vous pouvez nous en toucher mot, en sachant que le personnage faisait l'éloge de Dieudonné il y a un petit paquet d'années, peut-être 5 ans. Donc il était quand même un peu dans le viseur, il y avait des affaires qui éclataient sur lui. Et que il a quand même été propulsé après. Non mais il a été propulsé, attention, parce qu'il a en fait il y a eu quelques réflexions, enfin il a dit qu'Israël c'était... Oui, il fallait y aller doucement, donc là on dit non, il a failli ne pas être accueilli sur place en fait, il a fallu après, est-ce que être déchu de sa candidature, attention. Est-ce que c'est là la mission universelle de la France de transformer des Maghrébins en travelots alors aujourd'hui c'est la mission universelle de l'anti-France de continuer à pourrir le monde comme elle a pourri la France. Oui, parce qu'on s'est comme on s'est corrompu, si on cherche à changer les autres, on va les corrompre. Donc c'est un produit de l'anti-France, c'est un produit de la subversion. Sans plus, oui. Vous n'avez pas disserté. Non. Des fraises Tagada. Alors d'ailleurs, comme quoi, là, le paradigme a totalement changé. À l'Eurovision, quand ils chantaient, si on peut appeler ça chanter, il y avait une danseuse pour animer en même temps. Et elle ne correspondait pas au standard classique, puisque normalement celle-ci doit être très mince, voire très très mince. Et là, au contraire, c'était la femme corpulente à côté du Maghrébin qui était plus féminin qu'elle. Mais qu'est-ce que vous voulez auriez-vous une attitude raciste envers les grosses ?
C'est grave ça. Mais c'est grave. la grosseur n'est pas une race. De la grossophobie, je Oh, pense. mais la Là, c'est grosseur Et pas- la n'est pas... glottophobie aussi. Oh, mais vous savez, la grosseur n'est pas une race, mais tout va être une race, bien Bientôt, entendu. Tout va être une race. Les nez longs, les nez Sauf courts, que les ça grandes n'existe pas. oreilles. Sauf que ça n'existe pas. Sauf aussi. il est vrai que les races n'existent pas. plus. Ouais, tout est race. Et ça n'existe tellement pas qu'ils ont inventé le mot racisé ensuite. Et il fallait quand même garder un mot pour décrire une réalité qui n'existait pas. Vous savez, préalablement. il y a le vieil adage romain, hein, les dieux rendent fous ceux qui veulent perdre. Et autre fait donc LGBTiste, là c'est la réaction de Macron quand il l'apprend. Bon, c'est parce que ça se passe au sommet de l'État, mais sinon l'événement c'est donc deux tourtereaux invertis qui se retrouvent à s'aventurer au fin fond du Bénin interdit par l'État français, des zones à risque. Oui. C'est le premier pays de prostitution pédocriminelle, ou quasiment, le Bénin. Le Bénin. Je sais pas si c'est lié à ça, ça a été souligné par personne, ou quasiment. Donc c'est assez... Ah oui, quand même, là, ça met un petit... Peut-être pas, mais peut-être. En tout cas, ils se sont aventurés dans ces zones-là. Oh là là, Et des djihadistes les ont saisis. Oui. Il y a eu une opération militaire à succès pour le coup, Oui. puisqu'ils ont été libérés. Mais- Bon, sauf que, oui, en échange, on a troqué... En échange, on a deux représentants valeureux de la France de toujours. d'élite militaire, oui. De l'élite militaire. Oui, mais enfin, qui ont est-ce laissé qu'on leur- prend encore- Troqué contre deux Est-ce qu'on tourtereaux, a encore enfin, non, je veux pas... Bon, je vous laisse parler parce qu'après, je risque de dire des bêtises. Non, mais On peut pas... Non. il est terrible de voir disons, ce qu'il y a encore de meilleur dans la France se faire tuer pour des gens qui finalement Ils sont ni français, sont ils sont Ne pas... inconséquents. sont pas des pères de famille, Sont sont pas- pas des non. gens qui... Et puis en plus, ce sont des gens qui finalement représentent l'inversion. Et c'est peut-être pas aussi pour cette raison-là qu'on a envoyé de l'armée Oh oui, mais vous française, savez, il n'y avait réagir. pas eu que cette histoire-là. Moi, je me souviens en fait qu'il y avait eu la fameuse histoire au fil du type qui s'était fait extrader en fait de cette île-là. C'était pas Sumatra, c'était une autre île extrêmement musulmane, vous savez, dans l'océan Indien. Après les affaires Après, en Tchétchénie fait, et tout, c'était il y a 2 ans de ça, en fait. Et alors donc, évidemment, cet État tombe sur un laboratoire de transformation je crois, de drogue synthétique qui devait en fait partir pour l'Orient, l'Extrême-Orient. Et évidemment, en fait, au moment du procès du type, en fait, on s'aperçoit que quoi, bingo, il s'appelle je ne sais pas quoi. Hein. Et donc, l'État français, en fait, a menacé cette île pour extrader la personne, non pas qu'elle reste en France là-bas. Oui, c'est une mission universelle. Mais on fait en ingérence pour... En raison de ses origines. On n'a pas besoin d'en dire plus entre nous. Hein. Et alors, finalement, cet acte, pour en revenir à lui, de Macron qui, pour faire plaisir à LGBT, sauve deux invertis, est-ce que c'est pas, par analogie, même si, attention, ça a ses limites, est-ce que c'est pas un petit peu Saint-Louis qui va sauver les chrétiens d'Orient pour faire plaisir à l'Église catholique? Ça Uniquement au niveau de la forme. Hein. Parce que non, ça n'a absolument rien à voir avec Saint-Louis. Non, alors là, non. Ouais, non, Non, Saint-Louis, au contraire, voulait apporter la foi chrétienne. Voulait convertir les gens, voulait leur apporter le meilleur. Là, c'est pas le cas. Bah là, on sauve, ça n'a rien à voir. on sauve Non. pas le meilleur. Non, mais là, de toute façon, je ne sais pas ce qui a sauvé dans ce régime. Pas leur politique familiale, en tout cas, pour le coup. Non. Autre sujet, alors la médiatisation du sport féminin en général. Bon, là j'en parle parce que tout récemment, finalement, ça a été la Coupe mondiale de football. Le football. Où quand on passait devant un écran, tac, ça jouait. Et pour le coup, il se trouvait être des femmes. Personnellement, j'avais l'impression d'assister un petit peu à la vidéo de bêtisiers de foot qu'on regarde un peu pour rigoler entre amis. Là, ça dure un quart d'heure, sauf que là, ça dure 1h30. C'est Là, tu pas vas d'un te faire très des haut amis, là. niveau. Là, C'est pas d'un très haut niveau. Et c'est vrai, tu vas être ennemi. Enfin, là. bon, C'est comme tes mais communistes. que les, Non, que les jeunes d'accord. femmes pratiquent le football si ça les amuse. Moi, Oui, là, c'est d'un autre ordre. Ça ne me gêne pas. Mais Alors- là, c'est par contre l'exploitation, la mise en scène qui en est faite qui pose véritablement le problème. Mais là, moi, en fait, si vous Après, me le prenez dans le... handisport. Avant, c'était les handicapés, d'ailleurs, qu'on avait mis un peu. Moi, alors là, encore une fois, je vais peut-être intervenir un petit peu à rebrousse-poil. Je suis encore content. Parce que le pourrissement, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il nous faudrait, en fait, un championnat du monde masculin, un championnat du monde féminin, puis il nous faudrait un championnat du monde pour les trans. Bah, les trans, pour l'instant, ils sont avec les femmes.
Et comme biologiquement ils sont des hommes, ils ont tendance à être un peu plus fort, voilà. Ouais, physiquement. Comme ça, ils seraient tous sur le terrain. Comme ça, ils seraient tous sur le terrain. Et puis, évidemment, que la chaussure à crampons, c'est quand même un petit peu viril, ce truc-là. Enfin, c'est violent. C'est très masculin, quand même. Oui. Est-ce que, en fait, non, des hauts talons, non. Et Ségolène Royal, un peu comme avec la mixité à l'école, là dans les classes, elle a proposé de le faire pour le sport aussi, de mettre pour le coup les hommes et les femmes, mais dans les mêmes équipes. Dans les mêmes équipes. Mélangées, c'est la fête. Alors moi, ce qui m'embête, c'est que dans une équipe de football, il y a 11 personnes. C'est un chiffre impair. C'est un chiffre impair. 5 et 5, et il y y en a un qui fera pas de petit. Un trans au goal. Oui, voilà. Avec des talons. Parce que évidemment, s'émanciper un peu du patriarcat. Parce que quand même, excuse-moi, porter des chaussures à crampons, etc. Enfin, avec les grosses chaussettes, non. Ça rappelle le fusil à pompe, c'est Non, en collant avec des... Voilà, oui, non, mais effectivement. Le ridicule touche. Non, mais là, le problème que vous soulevez montre l'état d'abêtissement et c'est affligeant. De notre civilisation. Et il y a Alain Finkielkraut qui a professé une hérésie matérielle à ce sujet, puisque on l'avait demandé s'il aimait, et forcément il faut répondre oui, parce que sinon ça va pas. Et il a dit oh non, mais ça m'intéresse pas, je suis pas, et à la limite, si je veux voir des femmes, je la regarde pas courir, enfin. Voilà. Ah, mais il est très mauvais de dire je ne peux pas répondre à la question, je ne connais pas le sujet. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous êtes contre celui qui vous pose la question. Ah oui, on peut presque passer à Étienne Chouard. Justement, ce malheureux personnage ou ce triste personnage. Moi, j'ai pas trop suivi, mais j'ai vu que. Non, mais là, alors, pour contextualiser, il est passé dans le média mélanchoniste qu'il a invité, essayer de le blanchir. Il a essayé de le blanchir en posant quelques questions. Je t'aime bien, je t'aime beaucoup, tu es l'égérie des Gilets jaunes, mais il faut que tu fasses attention. Reviens-tu sur Soral ? Et tu as un doute personnel sur l'existence de la chambre à gaz. On le lance comme ça, texto. Au bout d'une heure, il y a 1h30. Quasiment. Et alors, évidemment, il a dit, moi, je ne peux pas répondre sur la Shoah, je ne suis pas spécialiste de la question. Ça, c'est un antisémite avéré, là. Alors, donc, à partir du moment où vous ne récitez pas la doxa de la loi Fabius-Guessot, là, automatiquement, là, vous êtes... Et alors, qu'il ait dit ça et qu'il ait été repris par le système, disons, c'est dans l'ordre des choses. Même lui, il ne s'est même pas rendu compte trop de la gravité de ses propos. Mais qu'ensuite, il fasse des repentirs, qu'il fasse des circonvolutions, alors là, non, c'est se déconsidérer. Oui, c'est presque un suicide politique. On dit qu'il est d'une naïveté confondante. Et c'est vrai que lui, qui est pour une liberté d'expression totale sur le papier, forcément, il est pour absolument tous les sujets. Ça peut être un faux principe, mais en tout cas, lui, c'est 100% oui. Oui, mais alors, justement, là, à partir de ce moment-là, la plus grosse erreur qu'il ait pu commettre, à mon sens, c'est de revenir sur ses propos, de dire que j'ai jamais dit ça ou jamais pensé ça. Ou j'ai été bête sur le coup. Parce que, avec ces gens-là, si vous avez fauté une fois, vous avez fauté pour toujours. Et quand vous vous excusez... quand vous vous excusez, vous êtes considéré comme encore plus faible. Donc on va vous rejeter encore plus tout en cherchant à vous utiliser. C'est la reine romaine avec tous les repentis ont été exécutés dans les pires des conditions. Face à Elisabeth Lévy à Sud Radio, le pauvre, il était à plat ventre, elle était toute triomphante. Et il a quand même été viré. Et même le patron de Sud Radio, maintenant, est sur la sellette. Mais évidemment. mais justement... Le combo. Mais justement, il faut comprendre une chose. À partir du moment où, d'une manière ou d'une autre, on n'est pas d'accord avec ce qui est dit, ou on émet des doutes, eh bien, il faut savoir qu'on est contre le régime, contre le système, qu'on doit en accepter les conséquences, et puis se préparer à le combattre avec nos moyens, mais au moins, et surtout, à s'en sortir dans l'honneur, et non pas dans le déshonneur comme ces gens-là. Vous avez dernièrement encore une affaire du même genre. Vous avez le Roux de Bézieux, qui est le nouveau président du MEDEF, syndicat des patrons. Alors, il lui était venu à l'idée d'inviter à son université d'été la petite fille Le Pen, alias Marion Maréchal. Aussitôt, on lui est tombé dessus, fallait pas l'inviter. Vous vous rendez compte ? Marion Maréchal, c'est l'extrême droite. Donc, on ne peut pas inviter ça à l'université du MEDEF. Alors, nous, on est la droite intergalactique, peut-être ? Oui, sûrement. Et alors, si vous lisiez les commentaires du journal officieux du régime, Le Monde, ou l'Immonde, comme disent certains,
vous voyez le titre, le faux pas de Roux de Bézieux. Roux de Bézieux a terni sa première année de présidence. Le pauvre type, ça y est, maintenant, il est marqué. Et c'est fini, il est vers la porte de sortie. Et je pense qu'il pourra se mettre à plat ventre, se coucher dans la boue pour qu'on lui marche dessus. Ça va être pire encore. Ça sera pire encore. Donc non, on a appelé ça le dubitanisme lepénien par rapport à Étienne Chouard, parce c'était des propos assez similaires il y a 30 ans. Et c'est vrai, les associations juives l'ont ressenti comme ça. Et Jean-Marie Le Pen, dans les années 70, avait dit quelque chose comme « j'ai pas pu en constater moi-même ». À l'époque où je suis pas sûr que la loi était aussi passée et durcie d'ailleurs. La meilleure réponse est celle de Philippe Loncardassac en disant « mais si vous avez des problèmes avec la cheveux à Aude, faites comme dans une enquête, faites une reconstitution ». Oui. Et dans un contexte où les Allemands manquaient de matériaux dès les années 42-43. Sur ces sujets-là, il faut pouvoir en débattre sereinement et non pas interdire aux gens d'en parler. À partir du moment où vous interdisez quelque chose, nécessairement vous introduisez la suspicion. Oui, c'est ça. Voilà. Inévitablement, vous introduisez la suspicion. Et d'ailleurs, on vit dans le monde post-Nuremberg. Pour le coup, vous avez parlé de 1789, un peu comme une date clé, même si il y a toutes sortes d'événements avant, pendant, après. Tout ça. Oui, bien sûr. Et là, pareil, on est dans le mode post-tribunal de Nuremberg, 1945, où des hauts dignitaires du national-socialisme sont jugés, mais finalement, à travers eux, ça a été un peu l'Europe et l'homme blanc dans ses principes. C'est l'Europe, l'homme blanc, l'homme chrétien qui a été jugé. Ici, il suffit de lire en gros les mémoires de Naum Goldman, qui était président du Congrès juif mondial, qui a expliqué les conditions dans lesquelles ils avaient réussi à imposer le tribunal de Nuremberg. Et puis d'expliquer vraiment, Naum Goldman, il faut... Il n'y croyait pas. Il faut lire les mémoires de Naum Goldman. On voit très bien dans quel esprit toutes ces choses-là. Après, l'ouvrage de Maurice Bardèche, bien sûr, aussi. Nuremberg ou la Terre Promise. C'est ça. Et à l'époque, même s'il avait été condamné à 1 an de prison, eh bien, le régime était quand même beaucoup plus ouvert, puisque Vincent Auriol l'a gracié très vite, président de la République. La 4e. Si aujourd'hui Macron avait Bardèche en prison et qu'ils veulent le gracier, je crois que... Oui, c'est mal parti. Ça serait mal parti pour lui. Ce serait mal parti. Donc Vincent Lambert, avant de passer un peu à l'actualité européenne, internationale. Vincent Lambert Oui, puisque ça traîne depuis 6 ans comme affaire, et là on a l'impression de se rapprocher du bout. L'affaire Vincent Lambert s'est cristallisée à partir du moment où on s'est rendu compte que les parents de ce pauvre homme étaient, disons, assez proches de la tradition catholique. Ça fait une espèce d'affaire Dreyfus inversée. Voilà. Bon, après, et on a voulu s'en servir. On a voulu se servir de ces gens-là pour promouvoir en quelque sorte la culture de mort et l'euthanasie. Oui. Voilà. Parce que vouloir l'empêcher de sortir de l'hôpital et disons d'aller se faire soigner ailleurs, puisque d'autres hôpitaux étaient prêts à l'accepter, cela revient vraiment à dire que l'on veut en faire un exemple. Oui. Voilà. Et on voit quand même cette abomination, comme quoi Mais une partie de sa famille se serait monopolisée. Oui. Mais vous avez la cour d'appel qui demande à suspendre, étant donné qu'il y a une instance internationale qui avait jugé qu'on ne devait pas suspendre les soins. Et vous avez le gouvernement français qui interjette appel aussitôt. Non, mais ça, on appelle ça, moi j'appelle ça d'une tentative d'assassinat caractérisée. Ouais. Et en plus, là, ce qui est inquiétant, c'est que l'État aurait droit de vie et de mort sur ses citoyens. Et l'État a le droit de vie et de mort sur ses citoyens. Mais à partir du moment où vous avez une famille, même si c'est elle qui paye les frais, même si ça coûte des fortunes, mais qu'elle a les moyens de payer les frais de soins, au nom de quoi l'État va se mettre à dire « Non, vous devez tuer cette personne. Parce que cette personne n'est pas viable, moi je vous ordonne d'arrêter. » Non, l'État n'a pas à se mêler de ça. L'État n'a pas à se mêler. Et c'est une inversion des choses. Alors là, on entre, disons, dans les aboutissements de la politique, de la conception de l'État. En général, l'État est là de manière subsidiaire pour assurer la cohésion de la société, pour assurer, en gros, c'est le peuple en marche vers son destin
qui est structuré autour de l'État. Et ses institutions. Et de ses institutions. Mais l'État lui-même a des fonctions régaliennes bien définies. Il doit assurer l'ordre intérieur, l'ordre extérieur, le développement du pays, la puissance. Il n'a pas à se mêler des affaires des personnes. Même un roi comme Louis XIV, qui était soi-disant absolutiste, le roi absolutiste, il ne se mêlait pas de la vie des gens. De cette manière-là, il se mêlait même pas de la vie des provinces, puisqu'il respectait les coutumes locales. L'avortement, oui. L'euthanasie, l'avortement, oui. L'euthanasie, non. Ça marche pas. Là, je veux dire, l'avortement, oui, ça marche. Et puis l'euthanasie aussi, ça marche. Oui, ça marche. Par contre, si j'ai 6 ans et que mes parents me donnent une fessée, là, j'ai le droit de... Il y a aussi ça. Puis il y a aussi la double piqûre, comme on le disait en antenne, c'est-à-dire que d'un côté, on se fait avorter quand on n'est même pas né, on se fait euthanasier quand on est vieux parce qu'on est plus productif, et de l'autre, il y a aussi une immigration de masse. Et ils sont en train de reculer, en fait. On est tiré par les cheveux, par la tête. L'âge de l'avortement à 12 semaines, je crois. Oui. Dans les États américains, ça diffère déjà. Actuellement, le peuple français et l'ensemble des peuples européens sont victimes d'un génocide ethnique. Sont victimes d'un génocide ethnique organisé par leurs propres dirigeants. Voilà. Bon. Donc, il faut dire les choses comme elles sont. Hein? D'ailleurs, c'est à peine masqué parce que les documents internationaux dans l'ONU, l'Union européenne répertorient ces choses-là. Elles condamnent même le fait de le critiquer, etc. Donc, c'est clair et net, quoi. Ça veut dire que oui, jusqu'à 12 semaines, je suis pas un être humain. Alors, si je comprends bien, jusqu'à 6 ans, mes parents n'ont pas le droit de me donner de fessée. À 10 ans, j'ai le droit de changer de sexe. Et puis évidemment, en toute logique, à 18 ans, même avant, j'espérons, j'ai le droit de voter pour Mélenchon, non? C'est ça. Ou Benoît Hamon plutôt. Non, mais là, celui-là, je crois qu'il est obligatoire. Heureusement d'ailleurs. Sur le sport féminin, on a oublié juste de souligner le fait, c'est vrai que si elles génèrent moins de revenus, si elles en ont moins en retour, c'est parce qu'elles en génèrent moins de toute manière, parce que le sport féminin, le sport féminin, voilà. Parce que plus les gens regardent, plus s'organiser, plus ça marche. Il est sûr que si vous faites une bonne promotion publicitaire d'un sport, une bonne prestation, aussitôt les recettes vont augmenter et puis certains ils vont trouver leur intérêt. Bon. Donc, élection européenne avant de passer au autre pays, puisqu'elle vient de... C'est quand même assez récent. C'est vrai que c'est dans toute l'Europe de manière générale, donc chaque nation, on va peut-être pas adresser tout le tableau, au moins en tout cas de la France pour commencer par là. Les élections européennes, ce que l'on peut en dire, c'est qu'effectivement il y a eu une poussée de ce que l'on appelle les mouvements eurosceptiques. Nous avions appelé les gens, autant que faire se peut, pour une fois, à se déplacer pour voter pour des mouvements qui allaient envoyer des personnes eurosceptiques, des députés eurosceptiques, non pas parce qu'on attend quelque chose d'eux, mais tout simplement parce que si de temps en temps ils peuvent semer un peu le désordre et enquiquiner les mondialistes qui détiennent les rênes au Parlement européen et à Bruxelles, c'est toujours ça de gagner. Voilà. Mais on se rend bien compte aujourd'hui que même s'il y a eu une poussée des mouvements eurosceptiques, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire les relais du mondialisme qui gardent les rênes à Strasbourg et à Bruxelles. Et on s'en rend bien compte. Vous avez, parce que les personnes qui ont été proposées pour diriger la commission, vous avez quand même Ursula von der Leyen, qui est déjà d'une vieille famille d'hommes politiques, bref, mais qui n'est pas peut-être une personne sympathique à voir comme ça, mais qui n'a pas une grande personnalité, qui n'a pas brillé dans ses fonctions, et qui est quand même un second couteau, mais qui est surtout une mondialiste. Bon. Vous avez Christine Lagarde, qu'on ne présente plus, qui, elle, va être là pour appliquer les ordres qui vont lui être donnés du Fonds monétaire international. Par le Fonds monétaire international, et surtout, à la différence d'une autre personne qui avait été pressentie pour diriger la Banque Centrale Européenne, Jens Weidmann, qui était un directeur de la Bundesbank, elle n'hésitera pas à ouvrir les robinets de la dette pour essayer de soulager l'économie. Bon.
Alors donc, autrement dit, on est parti pour continuer sur la même voie. Vous avez comme ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Josep Borrell, qui a tenu des propos que l'on peut quand même considérer d'ambigus, puisqu'il a dit que le plus important en Méditerranée, c'était la richesse humaine de la rive sud. Alors on peut très bien comprendre qu'effectivement c'est une richesse pour la rive sud, si ces gens-là restent là-bas et qu'ils développent leur pays, mais compte tenu de la mentalité de ces gens-là, on peut se poser d'autres questions et se demander si cette richesse de la rive sud de la Méditerranée n'est pas faite pour être attirée et se déverser chez nous. C'est surtout ça qu'il entendait par là, oui, certainement. Voilà. Donc, et même en gros, les élections européennes, un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'on vote, ça continue. On vote juste pour le Parlement, alors que c'est la Commission qui dirige, et que celle-ci est non élue, et que c'est Juncker qui en est le maître. Et puis en plus, si la Commission dirige, vous avez la Commission passe et le haut fonctionnaire demeure. Donc, qui dirige? Vous avez tout un ensemble de réseaux de personnes qui sont là depuis longtemps. Vous avez les groupes de pression commerciaux internationaux, donc le lobbying, qui est très actif à Bruxelles. Donc finalement, rien ne va changer. On est toujours sur les mêmes rails. Le Titanic de l'UE va continuer à avancer. Et d'ailleurs, dans une Europe un peu judaïsée, puisque même les présidences de Lettonie et d'Ukraine sont passés à un président un peu sarkozien, on va dire ça comme ça. Voilà. Et celui d'Ukraine, qui a pris d'ailleurs son exercice un peu plus tôt, avait déjà dit qu'il était très proche du Congrès juif mondial, qu'il était opposé au populisme, au pluriel, ou même au singulier, vous me direz, et aussi qu'il fallait, augmenter l'enseignement à propos de la Shoah dans les écoles. C'était les trois axes de débat en Ukraine. Oui, mais de toute façon, en ce qui concerne l'Ukraine, il faut bien voir tous ceux qui tiennent le pays, enfin disons les postes clés du pays. Bon, ce sont tous des pro-machin. Ou des juifs, ou des mi-juifs. C'est pour ça que moi, j'hésite pas à parler de l'Ukraine comme d'un gouvernement khazar. Oui, c'est ça. Au sens propre. D'ailleurs, oui, c'était bien la peine de se faire une guerre nationaliste avec d'occupation, les Russes, j'espère, les Russes de l'Est. S'il ne s'agit pas d'occupation, et puis c'est bien le peuple ukrainien qui en fait, si c'est une synthèse du peuple ukrainien, c'est inquiétant. Très inquiétant. C'est une jeune khazar qui gouverne en ce moment, et puis c'est tout. Pour la France, après, le résultat, c'était un peu la droite dans les choux. On avait le Rassemblement national premier, mais de toute façon, Macron allait unifier à lui, puisqu'il était deuxième et à peu près le même score. Déjà en draguant les écolos. Actuellement, les Républicains, donc l'ancien parti gaulliste, si on peut dire, est en train de... Et majoritaire. Avant. Oui, est en train de subir à peu près le même destin que le CNI, ou le CNIP, le parti d'Antoine Pinay. Qui était majoritaire sous la 4e République et qui progressivement, lorsqu'il y a eu la 5e République, lorsque De Gaulle est arrivé, s'est fait absorber par l'UNR, le parti gaulliste, l'UNR, qui est devenu après le RPR. Le RPR, voilà. Et aujourd'hui, ce parti-là est en train de se faire absorber par le centre droit, si on peut dire, ou centre libéral mondialiste macronien. Puis les listes un peu dissidentes, elles font 1%. Là, il y avait Asselineau, Cheminade, et il y a même Vincent Vauquelin, qui du coup, ça fait 2000 votes. En sachant que les nationalistes, généralement, votent pas, ça veut dire qu'il y en a plus en France. Mais enfin, ce que l'on peut dire, c'est qu'à ce moment-là, on peut dire au bon mot, il y a un socle de 2000, 3000 personnes, peut-être en France, qui partagent des idées nationalistes. En gros. Attendez, ça fait 2500 personnes qui vont... il y en a plus qui ne le font pas, je pense. Je pense qu'il y en a, en fait, qui sont entre 30 000 et 40 000 en fait, à rester les mains dans les poches. Oui, mais enfin, en ce qui concerne véritablement les militants actifs, c'est évidemment beaucoup moins. Oui, ça c'est sûr. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, quant à la fin des LR, là, des Républicains, l'ancien parti gaulliste, à leur place, j'aurais jamais nommé les Leonetti comme président par intérim. Pas vous. Non, mais pour une simple raison, c'est que Leonetti, c'est quand même celui qui a fait la loi sur la fin de vie. Alors quand vous nommez comme président quelqu'un qui est là pour faciliter l'euthanasie des gens, si vous le mettez à la tête d'un parti,
je donne pas cher de ce parti. Bah, Surtout, ça commence bien. Surtout s'il fait droite morale. Et l'aspect humoristique, c'était aussi la liste de Renaud Camus qui a vacillé. Il s'est sabordé. Magnifique, Ouais. magnifique. Malheureuse, malencontreuse croix gammée qui se trouvait là, paf, Voilà. mince. Non, mais ces gens-là sont Suicide. ridicules et sont méprisables, c'est tout. Oui, on le voyait carrément en vidéo, on commence à arracher petit à petit. Non, mais ce sont ce sont des gens méprisables pour la simple raison que ils n'ont pas de courage, quoi, c'est tout. Ils n'ont pas de courage. Ou alors, si c'est vraiment leur conviction, à ce moment-là, qu'ils aillent faire autre chose. Et qu'ils ne restent pas là où ils se lancent. D'ailleurs, il n'est pas resté. C'est le second qui a récupéré et qui, pour une liste d'extrême droite, était d'ailleurs un maghrébin, puisque c'était Karim Mouchik qui a sauvé la liste suicidée. Après, oui, vous me direz, c'est assez anecdotique. Est-ce qu'on peut dire un mot sur la Grèce aussi, par exemple? Parce que on dirait par affinité civilisationnelle, c'est quand même triste qu'elle en soit où elle en est actuellement. Ah, mais la Grèce, alors là, il y a une chose, j'avoue que ça ne me tire absolument pas des larmes de voir Tsipras passer à la trappe. Non pas parce que c'est uniquement un gauchiste, mais parce que c'est quelqu'un qui est tout simplement malhonnête. Un type malhonnête, un type qui n'a là encore pas de courage, et qui, lorsqu'il était là en 2015, avait une carte à jouer pour, mais à mon avis, il était corrompu jusqu'au bout des ongles déjà, mais bien avant je ne sais pas, il faut lire ce qu'a écrit Yanis Varoufakis, qui était son ministre des Finances. C'est pas évident. Mais c'est quelqu'un qui a manqué de courage, c'est tout, qui a manqué de courage. Et je pense qu'il y avait une carte à jouer, c'était ça passe ou ça casse, ça risquait de casser, peut-être que on se serait arrangé à l'éjecter du pouvoir il y a au moins 3 ans, 4 ans peut-être, mais au moins il serait parti la tête haute en ayant tenté son affaire. Tandis que là, finalement, il y passe pourquoi pour un gauchiste sans courage, c'est-à-dire qui a continué à appauvrir son pays, qui a trahi ses électeurs, qui a trahi la confiance qui avait été mise en lui, il est éjecté. Alors maintenant, le nouveau qui arrive là, c'est l'héritier d'une longue famille politique. Bon, je ne pense pas qu'il fera beaucoup mieux. Peut-être que pendant un temps, les instances internationales financières vont injecter un peu plus d'argent en Grèce pour lui permettre de rester au pouvoir. Mais le vrai problème de la Grèce, c'est de reconstruire l'État, c'est de remettre de l'ordre les structures sociales, dans les structures sociales, construire une véritable économie. Puis un système bancaire aussi. Un système bancaire. Parce que là, alors là, ce que je regrette par contre, c'est que nos amis d'Aube Dorée n'aient pas atteint cette fois-ci la barre des 3%. Ce sont des gens extrêmement alors que la situation s'est aggravée et que il y a une époque où ils étaient enfermés. Voilà. Alors il y a un autre parti de droite, un ersatz de parti nationaliste qui s'est créé, qui a récupéré un certain nombre de voix, mais il faut dire une chose, c'est que on voit comment la manipulation médiatique peut fonctionner, parce que beaucoup de dirigeants d'Aube Dorée ont été injustement emprisonnés. Et à partir de là... Quand ils n'ont pas été assassinés. Quand ils n'ont pas été assassinés, puisque 2 de nos camarades grecs ont été assassinés. Et le meilleur des goïms égorge-le. C'est ça. Parce que c'était le congrès juif mondial qui les avait... Et justement, et là... cet autre parti, finalement les gens ont voté pour, parce qu'on a expliqué que finalement les gens d'Aube Dorée, vous voyez, ils font de la prison, ils font de la prison, ce sont des gens dangereux. Voilà. Mais là on voit comment la manipulation, et que la diabolisation marche très très bien sur les gens. Et en Espagne c'est à peu près similaire, parce que le vote des gauches démocratiques ramasse quasiment tout, et que les formations un peu plus nationalistes sont dépassées par Vox. Oui, parce que Vox est un parti qui ne présente aucun danger pour le régime, pour le système, et qui en même temps, un peu comme le Rassemblement National, Front National en France, sert de voie de garage pour les mécontents. Après c'est un populisme, oui, c'est un peu Salvini peut-être à moindre mesure. Peut-être on peut en toucher un mot, puisque comme vous dites avec la revue Militant, on spécialise en partie sur l'économie. Oui, alors dans le numéro de juin de Militant, nos collaborateurs ont fait un article sur Salvini sur les traces de Chartes, d'Hjalmar Schacht, qui avait redressé l'économie allemande dans les années 20 en créant les Rentenmark
donc une sorte de monnaie permanente à côté du mark qui était des liquides. Et Salvini a proposé de faire la même chose, de créer une monnaie parallèle du trésor, des mini-bots, une sorte de monnaie parallèle sans durée, sans limitation de durée et sans intérêt, qui permettrait de payer les dettes de l'État italien vis-à-vis de ses fournisseurs et de servir un petit peu de monnaie parallèle, de monnaie concurrentielle vis-à-vis de l'euro. Alors l'idée, il faut le dire, est extrêmement importante et même révolutionnaire en ce sens que si plusieurs États applique cette façon de faire, l'euro est dynamité et le système financier européen, peut-être même mondial, est dynamité lui aussi. C'est d'ailleurs ce que proposait Varoufakis à Tsipras en Grèce. Et c'est ce que Tsipras a refusé. Donc, alors là, pour l'instant, avec Salvini, c'est une menace. Passera-t-il à l'exécution? C'est autre chose. Lorsqu'on lit les déclarations des Italiens, là encore, il y a beaucoup de gesticulations. Il y a beaucoup de menaces. Avant de passer à l'acte, et jusqu'à présent, le gouvernement italien n'a pas véritablement annoncé qu'il allait quitter l'euro. D'accord. Alors, on a fait savoir aussi que si le gouvernement italien quittait l'euro, il allait en cuire à l'économie italienne. Oui. On allait prendre des mesures de rétorsion, on a fait... Oui, c'est compliqué aussi. L'affaire est extrêmement grave. Je pense qu'actuellement, nous n'en sommes pas... Bon, la Grèce pouvait le faire parce qu'elle était à la limite de la rupture. L'Italie n'est pas encore à ce point-là. Et en plus, la Grèce avait peut-être des voisins qui auraient pu peut-être venir à son secours plus rapidement, parce que là, l'Italie, dans son enclave, elle est vraiment au cœur de l'Europe. Alors là, du coup, elle est enfermée. Mais l'Italie, il est sûr que s'il y avait des mesures de rétorsion internationale, comment réagiraient les Italiens? Voyant leur niveau de vie atteint, leur petite vie tranquille, est-ce que ça ne s'entendrait pas contre Salvini? Là, l'affaire est assez oiseuse à traiter. Mais néanmoins, effectivement, il peut mettre au moins partiellement à exécution sa mesure. Et croyez-moi que s'il commence même simplement à créer ces bons du Trésor pour faire des remboursements partiels de l'État, peut-être qu'à la Banque Centrale Européenne et à Bruxelles, ils vont commencer à se poser des questions. Mais là encore, c'est toujours pareil, c'est une question de guerre de nerfs, c'est une question de poker menteur. Mais apparemment, pour le moment, Salvini est plutôt en position de poil à gratter du système mondialiste qui domine l'Europe, plutôt qu'un dynamiteur. Et en plus, il ne faut pas oublier que Salvini, même si on nous dit que certains nous ont dit que c'est notre marotte, Salvini a quand même fait le voyage d'Israël. Un pèlerinage à Yad Vashem, comme on dit. Donc, ces gens-là, effectivement, ce sont des pare-feux qui permettent au système de se maintenir plutôt que des dynamiteurs. Mais il faut reconnaître cette idée. C'est quand même quelque chose qui réapparaît, et c'est extrêmement important, parce que le jour où, admettons, un pays comme la France commence à appliquer ces mesures-là, et s'il sait bien expliquer les choses à la population, je pense que bien des choses changeront. Surtout si l'affaire est bien préparée à l'avance, et que des ententes monétaires sont faites, même avec des pays comme la Russie, voire des pays comme la Chine, quoique la Chine a des ententes plus ou moins occultes avec les États-Unis, quoi qu'on en dise. Mais si l'affaire est bien préparée, je pense que là, on entre dans une situation, disons, de guerre contre le système. Guerre, pas au sens militaire, quoique ça peut dériver à ça, mais de guerre contre le système. Et puis à ce moment-là, il faut y aller, quoi. Ça donnera une politique authentiquement nationale et sociale. Et ça mène une politique authentiquement nationale et sociale. Il faut bien savoir qu'on dit « Ah, mais si je fais ça, il va me retomber ça sur la tête. » Non. Lorsque vous lancez une offensive ou quelque chose, vous déstabilisez un système mis en place. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir des réactions désordonnées, et il risque d'éclater par lui-même, et ça redistribue toutes les cartes. Donc, c'est comme dans les courses cyclistes. Il n'y a pas de sacrifice. Mais dans les courses cyclistes, on vous dit, mais je prends cet exemple-là à dessein, on vous dit, mais un tel coureur, non, n'attaquez pas à ce moment-là, parce que vous risquez de perdre, vous risquez de ci ou de ça et ça. Là, vous avez des coureurs qui s'en fichent éperdument, qui disent je pars à l'attaque, ça passe ou ça casse. Eh bien, il y en a, ça réussit très bien. Il y en a, ça réussit très bien. Bon, je prends un exemple là, tout récent. Vous avez un Français à la troisième étape du Tour à Épernay
il a démarré contre toute attente et contre toute prudence, enfin prudence entre guillemets. Bon, ben, finalement, il a ramassé la mise, l'étape et le maillot jaune, je veux dire. Donc, il y a des cas où ça marche. La seule chose, il faut savoir ce que l'on veut. Là où il y a une volonté, là il y a un chemin. Et lorsque l'on bouscule le jeu de quilles, bah, nécessairement, il s'ouvre des voies. Voilà. On ne sait pas comment ça peut prendre toutes les formes possibles. Donc, effectivement, l'Italie n'a peut-être pas la puissance nécessaire pour le faire. Un pays comme la France, oui, à mon avis, peut le faire. Même si on est un pays drôlement abîmé, drôlement affaibli, en mauvais état. Mais toutes ces choses-là doivent se jouer en termes de diplomatie, de relations internationales. De même qu'en diplomatie, en politique étrangère, un État a une politique étrangère et la diplomatie le sert. Aujourd'hui, en France, on a une diplomatie, mais on n'a pas de politique étrangère. Et on considère que la diplomatie tient lieu de politique étrangère. Non. La diplomatie est un outil, oui. Et la politique étrangère est une vision des choses, une vision de puissance, ou doit être telle. Donc en politique, monétaire ou autre, c'est la même chose. Il ne faut jamais oublier que la monnaie, c'est pas uniquement de la technique, c'est un rapport de force politique, c'est une volonté politique. Alors après, on va pouvoir passer aussi au Venezuela, le pays qui était dirigé par Chavez il y a encore quelques temps. Maintenant, il y a eu la récente guerre un peu Maduro-Guaido, donc un qui reste en place, qui tente de rester en place, et l'autre qui est bousculé par les forces internationales. Oui. Alors là aussi, dans le Militant de juin, nous avons traité la question du Venezuela, et l'article est même intitulé « Le casse-tête vénézuélien ». Pourquoi le casse-tête vénézuélien ? Bien, tout simplement, c'est que le Venezuela était un pays qui était asservi aux puissances d'argent nord-américaines, à la finance internationale, à des groupes d'intérêts privés qui mettaient ce pays en coupe réglée. En raison des gisements de pétrole énormes. Du Venezuela, voilà. Et une énorme population miséreuse. Hugo Chavez est arrivé au pouvoir, a redistribué les cartes, a rendu sa fierté au peuple et a coupé les ponts avec les oppresseurs internationaux. Donc c'est un point extrêmement positif. Cependant, économiquement, il n'a pas su remettre ou développer l'économie du pays. Il n'a pas su la remettre en route. Il a fait une économie socialiste. Et bien voilà, il a fait au mauvais sens du terme. Il a fait une économie socialiste au mauvais sens du terme. Oui, au mauvais sens du terme. Et progressivement, alors que l'environnement international ne l'a absolument pas aidé, eh bien, progressivement, l'économie vénézuélienne c'est décrépit, elle s'est enfoncée dans le chaos. Lorsqu'il est mort dans des conditions quand même assez curieuses, assez étranges, oui. C'était moins étrange. Il menait la grande vie. Oui, mais quand même. C'était moins étrange que Kadhafi, parce que là, il a été... Oui, bon, c'était plus visible. C'est clair. Voilà. Mais son successeur, Maduro, continue la même politique, mais il faut reconnaître que, du point de vue économique et social, c'est maintenant un échec. Donc, il est tout à fait normal que des gens refusent de continuer à accepter cette dérive. C'est pour ça que vous avez quand même 10% de la population du Venezuela qui a émigré. On ne peut quand même pas dire que quand vous avez 10% de la population qui quitte un pays, que c'est la réussite pour le régime qui est en place. Non. Cela dit, une grande partie du peuple vénézuélien pense que le peu qu'elle a aujourd'hui, eh bien, elle risque de le perdre le jour où des gens comme Guaido, qui représente les grandes loges internationales et qui est quand même l'agent du mondialisme, arrivent au pouvoir. Alors certes, il peut y avoir les boutiques qui se remplissent un peu plus, mais seulement ces gens-là qui sont au bas de l'échelle pourront-ils acheter ce qui sera dans les boutiques. Ils savent très bien pour la plupart que ça ne sera pas le cas. Ils voient très bien que si c'est quelqu'un comme Guaido qui arrive aux affaires, eh bien ça va de nouveau être le retour à l'asservissement qu'ils avaient connu depuis il y a une vingtaine d'années. Qu'ils avaient quitté il y a une vingtaine d'années. Donc, une telle situation, c'est un casse-tête. D'un autre côté, logiquement, Maduro est infaillible, mais de l'autre côté, la solution de rechange qu'il y a, elle est pourrie. Elle est pourrie, et elle n'est pas mieux. Donc, alors, vous allez me dire, décider pour qui? C'est pas à moi de décider pour le peuple vénézuélien. Mais il est bien évident en plus que le Venezuela est devenu aujourd'hui un enjeu international. Il y a la Russie,
et la Chine, peut-être bien, qui soutiennent le gouvernement de Maduro, et puis contre les pays voisins qui ont Et tout intérêt. oui, même un peu le Moyen-Orient face à Israël par rapport à Maduro. Oui, Maduro. Oui. Alors que Guaido, non, justement, c'est une question où... Chavez, en fait, était Chavez. pas philosémite plus que ça, je crois. Non, et Maduro non plus. Non. Maduro non plus. Donc, s'en mêle une politique internationale, et finalement, actuellement, le destin du peuple vénézuélien lui échappe totalement. Donc là, c'est pas une réponse de Normand que je fais. Effectivement, c'est au peuple vénézuélien de résoudre ses propres problèmes. Mais ceux qui disent que Maduro est un personnage abominable, je dis non. Je dis non, il a une légitimité historique pour une partie de son peuple. Il y a l'échec économique. Et après, on peut se poser la question de la capacité du peuple vénézuélien lui-même à se développer économiquement et à s'en sortir. Il y a une sorte d'atavisme chez les peuples qui font que certains, économiquement, vont arriver à se développer, à s'en sortir, et puis d'autres, quoi qu'ils fassent, continueront à... Ils ne sont pas tournés vers un monde moderne, quoi. Non, mais voilà, mais ça, c'est ce que j'appelle, et ce qu'on appelle le génie ethnique des peuples. Une fois de plus encore, le génie ethnique, la race, l'hérédité, le phylum génétique d'un peuple, ça existe. Il y a des petits pays quand même, des petits pays producteurs du pétrole qui ont quand même réussi, le modèle. Enfin, réussi le modèle. Toute chasse gardée, évidemment. Ils ont quand même réussi en fait à faire en sorte que le pays se stabilise, même si c'est très féodal. Vous parlez des pays musulmans et autres. Mais les pays musulmans, pendant combien de temps vont-ils pouvoir s'en sortir Eux-mêmes en sont conscients. S'ils ne prennent pas le relais industriel de créer une économie endogène, oui, ils sont en retard. Le jour où le pétrole, la manne du pétrole cesse, ils savent très bien qu'ils vont se retrouver comme ils étaient il y a un siècle. Alors, bon, la seule chose que je leur accorde, c'est qu'ils en sont conscients. Mais maintenant, entre être conscient et puis réaliser ce qui doit l'être, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Alors, dernier petit sujet pour clore la thématique de l'été. Maintenant, celui qui va passer sous le char, c'est François Zéro, Bergoglio, après Chouard sous le char. C'est François Zéro, donc l'actualité dernière, bon, ça étonne pas plus que ça, parce que finalement c'est toujours plus économique, toujours cosmopolite, œcuménique. Il avait même affiché le soutien Soros sur l'immigration mexicaine aux États-Unis, etc. Enfin, il les accumulait toutes. Le populisme, c'est mal. Alors en Italie même, évidemment, donc, tous les pseudo-évêques là, qui sont autour s'opposent au populisme. Et puis il y a même deux choses qui ont retenu mon attention. On a un peu Noachide. C'est que c'est cette année-là, depuis le début d'année, d'une part, il y a la Bible de Jérusalem où il propose une nouvelle traduction de l'évangile dans laquelle les passages gênants sont évincés. Parce que quand le Christ critique les pharisiens, c'est quand même l'héritage historique et philosophique des rabbins. Et du coup, il fallait évacuer cette partie-là. Oui. Voilà. Oui. Et aussi, encore plus récemment, où Times of Israel dit qu'il faudrait bientôt qu'il y ait un rabbin qui a une fonction un peu policière dans chacune des églises, même malgré la nouvelle messe et toutes ces choses-là, parce que lors des prêches, lors des sermons, les prêtres, parfois, parlant mal des pharisiens en citant les passages et tout ça. Non, mais là, nous arrivons aux conséquences de Vatican II, qui est la dénaturation du dogme catholique. À partir du moment où vous avez la reconnaissance par l'Église du caractère de sœur aînée de l'Église des Juifs dans la foi, à ce moment-là, vous n'existez plus. Ouais, non. Vous n'existez plus. Vous êtes périphérique. Voilà, donc si vous avez un aîné, vous écoutez votre aîné. Voilà où ils en sont. Oui, alors que la réalité de l'histoire, c'est que la religion juive mosaïque traditionnelle s'est continuée dans le christianisme. Et ce sont les juifs qui ont refusé son accomplissement dans le christianisme, qui ont créé la religion talmudique, qui aujourd'hui se prétend la véritable religion. Le Talmud, c'est des commentaires de rabbins, d'ailleurs, pour analyser la Torah, selon eux, et elle est
aussi importante, voire plus importante, les commentaires. Mais bien sûr. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez le judaïsme s'est créé contre l'Église catholique. Et ça n'a rien à voir avec cette histoire de religion aînée, de peuple aîné ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir. C'est un peuple, il faut dire les choses, c'est un peuple hérétique et puis c'est tout. Et oui, là, par rapport à la vraie foi. Bon, et à partir du moment l'Église a professé ça pendant des siècles et des siècles, pendant quasiment 2000 ans. Et puis tout d'un coup, avec Vatican II... dans les années 60, là... Dans les années 60, elle a dit tout autre chose. Pas que sur ça, d'ailleurs, même sur le personnalisme, on réduit le droit à l'individu. On réduit le droit à une personne, oui. Voire même l'existence de Dieu. Des fois, on se demande si Dieu, au lieu que ce soit un créateur, c'est l'homme qui l'invente. C'est l'homme lui-même qui l'invente. Alors oui, ils ont tout retourné. À partir de là, la substance disparaît. À partir de là, oui. Allez, Bergoglio, finalement, n'est-il pas une espèce d'aboutissement de... Vous avez le principe de la liberté religieuse. Bon, à partir de là, tout est permis. À la base, la liberté religieuse, c'était l'expression du seul vrai culte qui est catholique, et maintenant, c'est n'importe quel... Donc, à partir du moment où Vatican II, en gros, pas totalement, mais en grande partie, tiré un trait sur 2000 ans d'église catholique, que voulez-vous qu'on fasse, le dépôt de la foi lui-même est perverti. Et bien aujourd'hui, on en a les conséquences. Alors si on prend les prophéties de la Salette et d'autres encore, qui disent que c'est l'Antéchrist qui s'installe à Rome, qui va s'installer à Rome, et que Rome ne sera plus dans Rome. Là, on peut plus contredire. Bon, là, je pense que... On le constate. Voilà, c'est ça, on fait une constatation. C'est tout. On le constate. Oui, voilà. Très bien, après pour suivre cette actualité, je propose de renvoyer aux éditoriaux de militants qui paraissent, et puis même le prochain numéro. Alors le prochain numéro juillet-août va paraître à la fin du mois, puisque c'est un numéro qui fait l'été. Bon, on y aborde notamment la question de l'illégitimité des droits de succession. Oh là là, c'est infernal ça. Vous avez mis les dates dedans, c'est épouvantable. On aborde notamment ce sujet-là. On aborde aussi le fait des monnaies alternatives, comme les crypto-monnaies, des crypto-monnaies comme le Bitcoin, ou alors le fameux Libra que veut mettre en place Facebook, dans lequel on explique que c'est absolument pas anodin. Il y a des projets philosophiques, métaphysiques derrière, et dans le code Facebook, un embryon de création d'une sorte d'État commercial prêt à concurrencer des pans entiers de la souveraineté des États nationaux à travers ça. C'est en effet très dangereux. Voilà, on aborde ces thèmes-là, ces thèmes-là. Et vous pouvez... après, je voulais pas vous couper... sinon, vous renvoyez aux moyens de contact un peu. Alors, les moyens de contact de militants, eh bien, c'est tout simplement si vous avez Internet, c'est d'aller sur le site revue-militant.fr ou de nous écrire à Militant, boîte postale 154, 75 463, Paris, CEDEX 10. Il y a aussi un courriel que vous pouvez appeler, il me semble, pour le journal Militant, non ? Il y a un courriel, on le mettra en description, peut-être dans la vidéo. Pour aider. Alors, vous avez un abonnement d'essai à 25 €, renouvelable une fois. L'abonnement normal est de 59 € pour 11 numéros. L'abonnement renforcé de 82 €. Et puis, l'abonnement de soutien à partir de 160 €, comme pour la plupart des revues. Voilà. Je rappelle que Militant est une revue qui existe depuis plus de 51 ans maintenant. Que c'est une revue qui n'a jamais dévié des fondamentaux de la doctrine nationaliste, qui a refusé toujours toute compromission, qui dès les années 75-80 dénonçait déjà les dérives à venir du Front National. Il y a très peu de revues, sinon c'est peut-être quasiment la seule mensuelle de ce type qui existe actuellement en France. Donc c'est un journal qu'il faut soutenir. Si un journal comme Militant s'éteint, c'est une voix de plus qui va disparaître dans le paysage médiatique français. Très bien. Merci à vous deux, merci aux internautes d'avoir Florian, merci Monsieur Merci Florian, merci Jean. Et puis à bientôt. Et puis bien à la rentrée.
Voilà. Merci.